Président de l'association Solidarité, Écologie et Citoyenneté dans l'Ouest lyonnais, toute l'équipe donc des bénévoles qui ont permis à ce premier festival Colline Serrault donc de se réaliser. Vous avez tous ou la plupart pu profiter des films qui ont été projetés au Cinéval. Donc je remercie tout de suite l'association du Cinéval avec tous les bénévoles qui contribuent au fonctionnement de ce cinéma associatif qui mérite qu'on aille plus souvent au cinéma à Vaugneray. L'association s'école, vous avez à 3 buts principaux: favoriser l'expression de la solidarité, comme son nom l'indique, affirmer la nécessité des choix écologiques et développer la participation citoyenne. Alors pour atteindre ces objectifs, nos moyens d'action sont surtout, vous le savez, d'organiser des ciné et des conférences débats, voilà, au cours desquels nous faisons intervenir des personnalités remarquables par les valeurs qu'ils défendent, remarquables par également, je dirais, leur art, hein, donc que ce soit l'écriture, que ce soit le cinéma, pourquoi pas on aura peut-être un jour de la danse ou d'autres choses, avec l'objectif modestement de contribuer à ce que, n'ayons pas peur des mots, on peut appeler l'éducation populaire, ou l'éducation citoyenne. Voilà, je crois qu'il n'est pas, et la preuve c'est que vous êtes nombreux ce soir, je pense qu'effectivement tout au long d'une vie d'adulte, que ce soit à l'école bien entendu en premier, mais tout au long de la vie d'adulte, je pense que nous avons tous besoin, et moi le premier, d'avoir des personnes qui viennent défendre certaines idées et peut-être qui peuvent nous guider sur des chemins, on va dire, plus humains. Voilà. Après le formidable succès de la rencontre avec Pierre Rabhi, José Bové et le chef indien d'Amazonie, Benki Bianco, du 14 décembre l'année dernière, nous avons donc décidé de vous proposer ce week-end, le festival Colline Serrault que nous avons intitulé Au nom de la vie. Et nous allons avoir donc le plaisir, bien entendu, de converser avec Colline, voilà, ici, au centre. C'est elle, il faut l'applaudir. Voilà. À ses côtés, nous avons, continuer par avec les dames, hein, bien entendu, Michel Rivasi, eurodéputé. Et on va passer au sexe masculin. Non, j'allais pas dire fort, non. Donc Emmanuel Jafflin, professeur de philosophie. Voilà. Et notre animateur préféré, Erwan Lecoeur, qui présentera. Voilà. Alors, les messages, je vais laisser la parole sans plus tarder parce que c'est pas peine, j'avais prévu un discours un peu plus grand mais c'est pas nécessaire, je pense que Erwan va compléter. Si, j'allais quand même continuer les remerciements. Les remerciements, bien toutes les associations ici présentes tout autour de la salle qui ont bien voulu venir aujourd'hui nous présenter leurs activités, ce sont donc tous des bénévoles, on peut les applaudir aussi. Et puis les producteurs locaux et bio qui sont ici aussi et qui vont nous faire déguster le fruit de leur travail et puis nous proposer à la fin de la soirée également de prendre un repas convivial ensemble pour ceux qui le souhaitent. Merci aussi aux producteurs. Voilà. Je remercie aussi Raymond Poncet, conseillère générale, pour son soutien financier. Voilà, on peut l'applaudir aussi. La communauté de communes des Vallons du Lyonnais et les mairies de Vaugneray et de Brinda pour leur soutien médiatique. Et juste pour lancer cet échange, c'est un peu l'objectif. Hein, c'est un peu comme l'année dernière pour ceux qui étaient là.
L'objectif ne sera pas de faire de longs discours, mais bien d'avoir un échange et de pouvoir réagir sur ce thème générique, la vie. L'année dernière, c'était au nom de la Terre. Si vous vous souvenez, cette année, au nom de la vie, j'ai repris l'hypothèse selon laquelle, en réalité, il s'agit de la vie sur Terre. Le vrai sujet, c'est celui-là. Et donc, l'idée de faire un festival de films, festival est un bien grand mot, bien sûr, mais de projeter les films de Colin Serrault, évidemment, à ce titre, semble tout à fait justifié. Alors, si certains d'entre vous ont eu la chance, peut-être 20, 30 parmi vous, de tous les revoir ces 2 derniers jours, alors vous êtes dans un état particulier, évidemment. Quand on voit un film de Colin Serrault, on en sort dans un état particulier. On se sent meilleur, et en même temps, on se dit que le monde dans lequel on vit n'est vraiment pas celui dans lequel on aurait voulu venir. C'est un peu ce qui s'est passé tout à l'heure. Nous étions au cinéma tous ensemble. Et donc, si vous avez vu ou si vous connaissez bien les films de Colin Serrault, on va essayer d'en parler. Dans un premier temps, je vais demander à Emmanuel de nous en parler parce qu'il est venu et il a vu les films de Colin Serrault, qu'il ne connaissait pas tous peut-être. Il les a vus, il est philosophe, il est brillant, il écrit un livre sur la gentillesse. Et puis tout à l'heure, je l'ai vu comme un enfant qui, sortant d'un film de Colin Serrault, voulait lui dire à quel point c'était merveilleux et sa vie en était chamboulée. Et donc je vous propose de démarrer un peu comme cela. C'est-à-dire, plutôt que de s'adresser aux philosophes, je voudrais m'adresser à Emmanuel, qui a écrit un livre sur la gentillesse, et qui nous dit que la gentillesse est quelque chose de merveilleux, et d'abord nous dire, alors, cette forme de vie à laquelle nous aspirerions tous, éventuellement, toi, philosophe, qui connais les classiques, quand tu sors d'un film de Colin Serrault, tout à l'heure, tu disais, mais je vais te laisser le dire, qu'est-ce qui t'arrive ? Normalement, ça fonctionne. 1, 2, 3. Bon, alors déjà, je vais me mettre debout, parce que même si j'aime bien la nappe, et même si j'aime bien les femmes qui sont là, je trouve qu'une scène, c'est quand même fait pour s'exhiber, donc si j'ai accepté de venir, c'est pour le faire. Je vais dire 2, 3 choses pour répondre à Erwan. Un jour où un proviseur voulait ma peau, il a reçu mon inspectrice, et avant de me flinguer, il a dit « Monsieur Jafflin est brillant ». Et mon inspectrice, qui m'a rapporté les propos, a dit au proviseur « Vous savez, le cirage, ça sert à faire briller les chaussures, mais la philosophie, ça sert pas à briller ». Donc si je vous parle, c'est pas du tout parce que je suis brillant, mais parce que je suis ému d'avoir assisté aux 6 films. Alors je sais déjà plus quelle était la question d'Erwan, mais effectivement, quand je sors de chaque film, j'ai une émotion. C'était ça la question. Ouais, non mais j'ai un peu de mémoire, mais j'ai essayé de retrouver tes mots pour être fidèle et briller un peu. Et j'essayais de surmonter plus vite que les autres spectateurs mon émotion, puisque j'étais invité à animer le débat. Et une spectatrice qui répond au doux nom de Viviane, dès le premier film, m'a dit « Écoutez, laissez-nous digérer le film. » Parce que les films de Colin, ils sont caressants sur le fond, puisqu'ils nous invitent à avoir une vie douce et une vie intelligente, mais sont des uppercuts parce que, justement, nous, on ne vit pas dans la douceur et dans l'intelligence. Et donc... Je me suis dit, bon, il faut pas violer les gens qui ont chacun leur rythme pour appréhender le film, le goûter et puis le digérer. Mais contrairement à ce qu'a dit Erwan tout à l'heure, moi je sors pas du film en me sentant meilleur, mais plutôt en me sentant moins bon. Parce que je me retrouve pas dans les personnages extraterrestres à l'issue du film, je me retrouve plutôt dans les terriens, genre celui qui se fait péter son rétroviseur et qui passe son temps à insulter Vincent Lindon. Enfin, je dis ça pour ceux qui ont vu le film. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ben, vous avez maintenant devoir de le voir. Et même si j'ai dépassé ce stade de l'automobiliste débile, je suis encore dans plein de catégories de gens qui contribuent pas à faire le monde gentil. Et d'ailleurs, si j'ai écrit sur la gentillesse, c'est parce que je l'étais pas autant que je le suis maintenant. Et j'en ai donné une définition, j'ai dit être gentil, c'est rendre service à quelqu'un qui vous le demande. Et donc, ça suppose d'être à l'écoute, d'être dans l'empathie, et on est dans un monde où tout va vite, et on est tous des prédateurs, où on veut tous prendre et notre ticket de métro, et notre cake, et je sais plus tout ce qu'on vend ici, mais des tas de produits merveilleux, et on joue des coudes, c'est pareil pour aller aux toilettes, et la gentillesse, c'est le contraire de ça. Moi, j'ai donné un test à faire à des gens qui veulent se convertir à la gentillesse, c'est que si vous conduisez une bagnole, ce qui est déjà une tare, mais si ça vous arrive,
Quand vous voyez un piéton sur le bord de la route, alors je sais pas en périurbain ce que ça donne, mais à Paris ça marche à tous les coups, le piéton est sur le bord du passage clouté, le feu est vert, et il attend comme d'autres attendent leur destin, et si jamais vous avez l'intelligence de freiner, de ralentir, de freiner et de le laisser passer, la personne elle n'y croit pas, elle met un pied comme pour voir si l'eau est mouillée, et elle se dit pourquoi il s'arrête ? Parce qu'il est gentil justement, parce qu'il a compris que par le corps la personne demandait un service et qu'on lui rend et que ça fait partie de la vie ça. Donc ça c'est juste un petit aparté pour dire que je me sens pas meilleur après avoir vu 6 films de Colin Serrault, mais par contre je me sens invité à me transformer. Et c'était quand même un peu pour ça que je faisais de la philosophie. Donc j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui étaient parmi nous dans la salle, moi je suis entré en philosophie pour me convertir à la sagesse, et ça n'a pas marché du tout. J'ai passé tous les diplômes à la con, l'agrégation et tous ces trucs qui font de vous un fonctionnaire ou un diplômé, mais pas un sage. Et j'ai découvert la sagesse après avoir vécu dans d'autres pays, notamment en Amérique latine et au Brésil, chez des peuples qui n'ont pas de téléphone portable. Enfin, ils en ont maintenant, mais ils n'en avaient pas pendant longtemps, pas de télévision. Et j'ai découvert que là, il y a des sages et qui ont une vraie fonction et qu'on va voir, qu'on va consulter, qui conseillent et qui incarnent dans leur vie ça. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si la philosophie n'enseigne plus la sagesse, en tout cas au lycée c'est interdit pour cause de laïcité, les gens vivent comme ils veulent, ils viennent consommer, avoir un diplôme qui sert à rien, à l'université c'est encore pire. Si on n'enseigne pas la sagesse sous le label philosophie, les films de Colin la sèment, l'engendrent. Et donc, moi je ne suis pas sorti sage de ces films, mais je suis sorti avec l'envie de le devenir et d'avoir un autre regard. Donc voilà, c'était le premier truc que je voulais dire, là je fatigue déjà donc je m'assois. Et l'autre chose, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait un... C'est pas mal, hein, cet escalier. Ouais. Ça sert pas qu'à monter un escalier, du coup. Et le fil rouge, le dénominateur commun que j'ai trouvé à tous ces films, alors comme elle a l'esprit de contradiction, Colline, je suis sûr qu'elle va me tacler sur mon affirmation, mais c'est qu'on est aveugle. Et vous avez remarqué, la lumière, enfin le cinéma, on entre dans le noir, donc on voit que dalle, même pour trouver sa place. Et puis la lumière est, comme on dit dans la Bible, que la lumière soit. Et quand on en sort, si c'est pas un film popcorn américain à la graisse d'oie, quelque part on est relevé, il y a une petite résurrection qui se fait. Et j'ai trouvé que ce fil commun, c'était une invitation pour nous tous, y compris ceux qui ont des lunettes, à ouvrir les yeux. Alors le premier film que j'ai vu, K.O., là c'est vraiment l'hypercute, hein, je veux pas le résumer plus que ça. Mais ça commence, le pauvre type, cadre supérieur, content de lui, avec sa femme poupée Barbie, conduit, il voit une femme arriver en courant qui se jette sur lui, qui ensanglante son pare-brise, et le type n'a qu'une obsession, surtout ne pas porter service à personne en danger, assistance à personne en danger, et se barrer pour échapper aux flics et aller laver le pare-brise. Là, on voit le pare-brise, l'image de... C'est ce qui sert à voir le pare-brise dehors. Aller laver le pare-brise sans laver son âme, sans sortir de soi, sans aller vers autrui dans une empathie maximale qu'on peut avoir dans un cas aussi critique que ça, c'est quand même l'image de notre société qui arrive à tous les instants dans le monde entier, dans nos sociétés occidentales. Donc ce fil rouge, là, ce fil de la cécité, Vincent Lindon, dans 2 films, il découvre qu'il était con, qu'il était aveugle, que si sa femme l'aimait pas, c'est parce qu'il l'aimait pas lui-même ou savait pas le montrer. Et c'est une leçon à chaque fois de se dire, qu'est-ce que je vois ? Et moi, je commence mon cours de l'année, comme tous les profs de philo, j'ai rien d'original, avec, ça vous rappellera des souvenirs à certains, le livre 7 de la République de Platon, c'est l'allégorie de la caverne. C'est des prisonniers qui sont comme vous, depuis leur naissance, assis sur une chaise, attachés, ils ne peuvent pas tourner la tête, et ils voient sur la paroi de la caverne des ombres qu'ils prennent pour la réalité, puisque c'est la seule chose qu'ils ont vue. Et puis au bout d'un moment, on vient en détacher un et on lui montre que derrière les ombres, il y a des choses, et que ces choses sont les modèles dont les ombres sont les copies. Mais lui, il a encore des habitudes en place, et il pense que les choses sont des copies des ombres, ou des ombres des ombres. Et il faut un temps quand même pour sortir de la cécité et penser qu'on s'est fait avoir, à prendre nos illusions pour la réalité. Bon, la deuxième chose que je voudrais dire, puisque j'ai un régime qui m'a imposé, c'est que c'est des films sur l'amour. L'amour est là, on voit bien entre les personnes. Alors il y a plein de formes d'amour possibles, hein. Tu nous obliges pas à aimer d'une certaine manière, monogame, etc. Il y a des bordels pas possibles. Je pense au dernier film où il y a une bonne femme qui a eu plein de maris qui lui amènent les gosses pour aller au ski. Et puis dans Juliette et
et Romuald ou l'inverse, Romuald et Juliette, je ne sais plus comment ça commence. C'est pareil, la femme de ménage africaine, elle a eu 5 maris, elle fait la fête des maris. Voilà, moi je vous invite, les femmes là, qui sont un peu coincées, à lancer la fête des maris, sortir du bois. Comme ça, les maris n'auront plus la cécité psychique au-dessus de leur tête. Donc c'est des films sur l'amour. Et la troisième chose que je voudrais dire, c'est que si ça c'est le fond du film, l'humus, puisqu'on a eu un film, vous savez, sur la terre, sur l'agriculture, sur le fait qu'on transforme la terre à force de la labourer avec plein d'insecticides en minéral et pas en quelque chose de fertile. La troisième chose que je remarque dans l'œuvre de Céline, c'est que sur l'amour s'enchassent plein de thèmes. Oui, Colline, c'est pour voir si vous suivez. Non, mais en plus, derrière, elle traque les lapsus. Elle a flingué un type tout à l'heure qui a dit mal en lui demandant comment ça s'écrivait, est-ce que c'était avec un accent ou pas. Elle voit le mal partout. Bien, je te laisse décoder. Et sur le thème de l'amour, elle en chasse plein de thèmes. Alors les relations de l'homme et de la femme, indépendamment de les relations économiques, l'écologie évidemment qui est très présente, l'histoire, même l'archéologie dans le dernier film qu'on vient de voir. Et du coup, ça fait une œuvre qui est à la fois cyclique, c'est-à-dire que chaque film reprend quand même cette trame, et à chaque fois il y a un nouveau souffle, il y a de nouvelles pistes, il y a de nouveaux mariages, si j'ose dire, entre les thèmes, de nouvelles hiérarchies. Le thème sur la crise, on s'attendait à un film sur l'économie. En fait, l'économie, à part 3 clochards filmés dans le métro, on s'aperçoit que la crise, elle n'est pas économique. D'ailleurs, moi qui suis né un peu après Jésus-Christ, mais 20 jours après que Kennedy se fasse assassiner, j'ai l'impression de vivre dans la crise depuis mon enfance. Donc, à un moment donné, il faut se dire, il faut changer de mot, parce que crise, en grec, crisis, ça veut dire jugement. Donc, il faut à un moment donné qu'on juge le jugement pour se dire qu'on n'est plus dans la crise, qu'on est dans un truc qui est quand même pensé par d'autres que nous, et que nous, on n'est peut-être pas obligé de continuer de le subir. Tout à l'heure, Colline et non Céline invoquaient le pouvoir du boycott, en tout cas du consommateur. Consommateur, c'est un joli mot, mais c'est pas la première syllabe qui doit être vraie, c'est la deuxième. C'est sommation. On doit faire une sommation à ceux qui nous vendent des tas de saloperies, qu'ils peuvent se les garder et qu'on attend un autre genre de vie justement aujourd'hui. Donc voilà tous les thèmes qui s'en... Je t'aime moi non plus, tous les thèmes qui s'enchassent dans l'œuvre de Colline, et ça fait une œuvre cathédrale, une œuvre spiralique, une œuvre qui irrigue. Moi j'avoue qu'au bout de 6 films, je me sens pas encore sage, mais je me sens en mouvement, et d'ailleurs je vais les montrer les films, je vais par contagion contaminer le plus de gens pour que leur colonne vertébrale fonctionne un peu autrement. Là, j'ai toujours pas de questions, j'ai pas de questions. C'est quoi mon temps de parole, Erwan ? Si, moi j'ai une question justement. Ah, c'est bon, c'est clos ? En quoi ? J'ai une question qui est, quand j'ai lu ce que tu écris et que j'ai regardé ce que tu racontes dans les radios, j'ai beaucoup retrouvé ce que j'avais trouvé dans les films de Colline et dans d'autres, qui est justement cette question de la gentillesse. Alors, juste un point. La gentillesse, c'est cette chose qui fait qu'on fait des blagues sur les Belges parce qu'ils sont gentils, ou sur les Suisses parce qu'ils sont gentils. Et j'ai trouvé dans ce que tu écris sur la gentillesse quelque chose qui, pour moi, qui étudie un petit peu la société, est vraiment la chose qui fait basculer à un moment donné les gens dans un état de peur permanente, d'agressivité permanente, de méchanceté permanente. Mais c'est pas ma faute, hein. Ayant travaillé sur le Front National, vous savez, les gens du Front National, ils vous disent « Je suis pas raciste, mais bon, quand même », ou bien « J'ai bien le droit d'avoir peur, alors bon, si on pouvait les mettre dehors », voilà. Et cette gentillesse à laquelle tu appelles me semble être un antidote très puissant. Et on le voit dans les films de Colline, on le voit dans d'autres endroits, et toi tu as fait un livre et tu développes cette idée que la gentillesse va nous sortir de quelque chose. De quoi est-ce que la gentillesse peut nous sortir ? Pourquoi est-ce qu'elle peut nous aider à mieux vivre, finalement ? Mais c'est quoi mon temps de réponse ? Parce que j'ai écrit 3 livres sur le sujet, donc Victor... Non, mais c'est Erwan qui est chef. J'ai combien de temps pour répondre à ta question ? Comme tu connais le sujet parfaitement, tu vas pouvoir être simple et très rapide, je pense. D'accord. Ça, c'est une réponse de Normand, pas de Lyonnais, mais bon. Moi, je voulais pas travailler sur la gentillesse. En fait, je revenais du Brésil où j'étais diplomate et j'en avais marre du Quai d'Orsay comme de plein d'institutions. Et j'aimerais bien d'ailleurs qu'on parle de la médecine à un moment donné, parce qu'il y a toujours ce pont, mais dont on débat pas assez, que Colline fait, entre l'économie, la chimie, la médecine. C'est dit dans tous les films quasiment, donc j'aimerais bien à un moment donné qu'on en parle. Et moi, je voulais bosser sur la cordialité, parce qu'un anthropologue brésilien qui est mort, Gilberto Frère, définissait le brésilien comme, je vous le fais avec mon accent, homem cordial, l'homme cordial.
Mais cet homme cordial, c'était pas du tout un champion du monde. C'était une chaleur humaine que tout le monde rencontre quand il va en touriste au Brésil. Tout le monde se touche, tout le monde se sourit, tout le monde se parle. Et cette cordialité, en fait, masque une des sociétés les plus violentes au monde, où il y a je ne sais pas combien de meurtres par jour, où on vit presque armé, comme en tout cas avec rien sur soi, pour pas se faire kidnapper ou en tout cas agresser. Et je voulais travailler là-dessus. Et puis Psychologie Magazine, en 2009, cherchait un coup à faire pour le journal, ça c'est le job des journalistes, et il y avait une journée mondiale de la gentillesse, qui est le 13 novembre, et ils ont voulu lancer ça en France. Et ils ont traduit kindness par gentillesse, ce qui n'est pas très pertinent, puisque les Anglais aussi ont du latin, gentleman, gentleness, c'est le vrai mot qui vient de gentillesse. Donc Arnaud de Saint-Simon, le patron de Psychomax, s'est dit « je me suis un peu planté avec la traduction », et il s'en est rendu compte quand, la deuxième année, il a voulu faire une journée de la gentillesse en entreprise, et moi-même j'ai été en but de ça avec des DRH, qui lui ont dit « écoute, on veut bien faire un truc sur la bienveillance, mais pas sur la gentillesse ». Et c'est pas la même chose, la bienveillance et la gentillesse. Moi qui suis intervenu pendant 2 ans en prison, le maton, le surveillant, il est bienveillant avec un détenu au parloir. C'est-à-dire qu'il a l'autorité de lui laisser du temps, de lui laisser faire des câlins avec sa femme, son amante ou qui veut, mais ça marche pas dans l'autre sens. Moi je peux être bienveillant avec mes enfants en disant « ok, tu regardes la télé encore 5 minutes », ma fille elle peut pas être bienveillante avec moi. La gentillesse par contre elle est beaucoup plus horizontale, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc je voulais pas bosser sur la gentillesse, et puis ce truc sort, bon, ça passe complètement à la trappe, et un ami éditeur me dit « plutôt que de travailler sur la cordialité à la Bibliothèque nationale, pourquoi tu ne travailles pas sur la gentillesse ?» Et je dis « écoute, moi vivant, jamais, je ne veux pas être estampillé philosophe de la gentillesse. » Vous voyez le résultat, je suis le philosophe mondial de la gentillesse aujourd'hui. Alors comment j'en suis venu là ? Je travaillais à la Bibliothèque nationale sur la cordialité, puis un jour je me suis dit « mais au fait, qu'est-ce que les philosophes ont écrit sur la gentillesse ?» Donc je suis allé dans un dictionnaire de philosophie, un truc technique que personne ne lit, genre le Lalande, et je me suis dit, tiens, à G, il n'y a rien. À P, il y a politesse, c'est niais à la politesse. Pourquoi à G, il n'y a pas la gentillesse ? Donc je me suis tapé les grandes œuvres, je me suis dit, est-ce que Spinoza, Kant, Hegel, Descartes, Malebranche, Bergson parlent de la gentillesse ? Non, personne. Et je me suis dit, tiens, là, il y a un angle mort. Et donc je me suis mis à travailler dessus, à m'intéresser à l'origine. Et en fait, gentillesse, ça vient de gentilis en latin qui veut dire noble, et au départ, dans la monarchie romaine, le gentil, c'est celui qui appartient aux 100 familles qui fondèrent Rome. Le gentil, c'est un noble, mais c'est un noble social, il n'est pas moral pour un rond. Puis petit à petit, le terme se galvaude, gentil deviendra un mot chrétien qui désigne ceux qui ne sont pas chrétiens. Vous savez, Saint Paul, c'est l'apôtre des gentils. Ah bah oui, il n'est pas méchant, Saint Paul, mais il n'est pas gentil, puisqu'il est l'apôtre des gentils. Gentil, c'est le mot qui vient traduire goy. Tu sais, le goy, c'est celui qui n'est pas juif. Bah, le gentil, c'est celui qui n'est pas chrétien. Donc Saint Paul, apôtre des gentils, Saint Thomas écrit une somme, pas une sommation, une somme contre les gentils. Les gentils, c'est les juifs, le peuple déicide, les païens, ceux qui croient à plein de dieux, un truc complètement baroque, les hérétiques, des chrétiens à leur sauce, et puis, à partir du 7e siècle, les mahométans. Et Benoît XVI, là il m'a énervé, Benoît XVI, bah oui, parce que j'avais déjà pondu 2 livres sur le sujet. Et lui, en 2012, il crée un parvis des gentils, c'est-à-dire comme sur le temple de Jérusalem, il y a un parvis où les non-juifs peuvent aller. Et lui, en tant que chrétien, il voulait faire la même chose, c'est-à-dire tendre la main du chrétien à l'agnostique ou au non-chrétien. Et je me suis dit, bon voilà, l'histoire de la gentillesse, c'est ça, elle est partie dans tous les sens. Gentil veut dire tout et son contraire, noble et ignoble, non-chrétien et chrétien. Et je me suis dit, il faut redonner à la gentillesse son sens. Et donc je me suis dit, c'est quoi être gentil ? J'ai observé les gens dans la rue, et quand quelqu'un dit merci, vous êtes gentil, c'est dans une situation particulière. C'est qu'on a rendu service à quelqu'un. Donc j'ai fait toute ma théorie là-dessus, une philosophie, le livre est à vendre à 15 €, et là j'ai fini tout ce que j'ai dit. Merci. On y reviendra à la gentillesse, je pense, dans le cours de ce petit débat. Il y a donc eu 6 films projetés en 2 jours, et il y en a beaucoup plus. L'œuvre de Colline Serrault est très longue, très pleine de choses. Ces premiers films, on en parlait tout à l'heure, portaient déjà sur la question des femmes, la place des femmes, qu'est-ce qu'elles veulent. C'était un des premiers films, difficile à trouver aujourd'hui, mais on va peut-être trouver un moyen de se le procurer
quand même, sur l'homosexualité aussi, sur la place de ces comportements-là, de ce qu'on appelle les attitudes en psychosociologie. Il y a donc Romuald et Juliette, le film, Chaos, sur Romuald et Juliette, c'est en gros un homme riche et plein de sous et un blanc qui voit PDG, qui tombe amoureux d'une femme de ménage, pour faire très rapide, noire en plus, il paraît, et pas du tout belle, et pas du tout comme ça, enfin, pas dans le modèle habituel de la beauté, donc ça gêne les gens de voir un type qui est plutôt, qui pourrait se payer des belles femmes, disons-le rapidement, dans ce monde-ci, c'est comme ça que ça se passe, qui choisit plutôt de vivre avec ce type de femme. Donc la différence, premier thème. On a chaos, hein, la complexité des réseaux internationaux mafieux et de l'exploitation des femmes. On a la crise, vous l'avez sans doute vu, le film La Crise, extraordinaire. Le film qui positionne la crise pour chacun d'entre nous et qui dit des vérités de façon très subtile, même pour quelqu'un qui, comme moi, travaille sur le Front National depuis longtemps. J'avais rarement vu quelqu'un dire aussi explicitement ce qu'on peut penser du Front National quand on habite dans le 9-3. On en parlait tout à l'heure, à savoir la tirade de Patrick Timsit sur le fait que c'est bien gentil d'être contre le Front National quand on habite les beaux quartiers, mais chez moi, les Front National, si vous voulez, c'est plus compliqué. Voilà, on a la Belle Verte qu'on a vu, revue tout à l'heure, et qui à chaque fois tire des larmes à tout le monde. On les sèche et puis on sort, parce qu'on dit c'est quand même dans ce monde-là que j'aimerais bien vivre, pas complètement exactement ce monde-là, mais un truc pas trop éloigné. Voilà, c'était quoi le 6e? Saint-Jacques-la-Mecque. Le fameux chemin de Compostelle. Alors pour ceux qui ne l'ont jamais fait, même pas une semaine, pour l'avoir fait un petit peu, en effet, n'étant absolument pas croyant, chrétien, quoi que ce soit, il est clair que ce chemin, le fait de marcher, et on en parlait aussi tout à l'heure, le fait de marcher tout simplement, ça rénove quelque chose dans nos sociétés, dans nos têtes et dans la façon d'être avec les autres. Et c'est sans doute là, cette façon d'être avec les autres, en général, que Colline nous interroge énormément. Et je vais donc passer la parole à Michel Rivasi, que vous connaissez, qui est élu depuis longtemps. Je crois que c'était en 97, la première fois où tu as été élu à l'Assemblée nationale. Tu es maintenant à l'Assemblée européenne. Tu es eurodéputé d'Europe Écologie Les Verts. Et toi, Michel, justement, d'abord, tu as des liens avec plein de gens, puisque c'est ton boulot politique, entre guillemets. C'est ton premier job. Et puis surtout, tu rencontres des tas de situations dans lesquelles des gens pensent, chose étonnante, que cette transition vers une vie meilleure passe aussi par des combats. Et donc j'aimerais que tu nous parles aussi de ces combats, parce que les films de Colline, j'allais dire Céline, de Colline parlent aussi de combat. Et donc, peut-être que vivre mieux, c'est d'abord se positionner en combat. Michel, toi, depuis toutes ces années, quels sont les combats que tu rencontres? Quels sont ceux que tu rencontres ce matin encore? Et quels sont les combats dont tu pourrais penser qu'ils pourraient nous mener vers une vie meilleure? Bon, je vais me lever. Oui, cette saison. Ça y est, ça marche? Ouais, ça marche. Ben, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et merci à Victor et ton assos d'avoir organisé plein de gentilles personnes ici présentes. Parce que ça fait toujours plaisir de voir énormément de gens venir rencontrer Colline et ses films, rencontrer un philosophe qui parle de la gentillesse. Mais moi, avec Colline, c'est une longue histoire. Et Colline, c'est 86. C'est l'accident de Tchernobyl. Quand j'avais monté, vous savez, ce fameux laboratoire, la CRERAD, pour dénoncer ce mensonge de Tchernobyl où, soi-disant, les nuages étaient bloqués au niveau des frontières. Et Colline habite dans la Drôme, comme moi-même, et elle avait fait le premier chèque pour aider ce laboratoire indépendant. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se connaître, donc sur un combat. Sur un combat pour dire qu'il est anormal de mentir à la population française, et puis vous avez vu que même c'est la population européenne et internationale, sur tout ce qui touche le nucléaire, on ne nous dit jamais tout. Et en créant ce laboratoire, ben, c'était pour dire aux gens, écoutez, il y a les gens du nucléaire, mais on peut monter un laboratoire avec des scientifiques indépendants pour informer la population à la fois du mensonge, à la fois des risques. Et comme je suis sur ce sujet, j'ai été députée à l'Assemblée nationale, j'ai continué à me bagarrer sur le nucléaire, avec un monde qui est
quand on parle du nucléaire, c'est tabou, c'est un dogme, c'est une religion le nucléaire en France. Vous ne pouvez pas vous imaginer que maintenant je suis à l'Europe, je me dis c'est pas possible que lorsqu'on dit il faut sortir du nucléaire, il faut avoir un mix énergétique, il faut diminuer les centrales, quitte à les arrêter et faire autrement, puisqu'il y a énormément d'autres pays dans le monde qui font autrement, eh ben on dirait que c'est pas imaginable, hein, on ne peut pas se passer, et en plus on a un cocorico français, parce que les Allemands nous disent, mais comment ça se fait que vous n'arrivez pas à sortir du nucléaire? Mais parce que quand on regarde l'état d'esprit, le pourquoi du nucléaire en France, c'est parti du militaire, c'est parti de De Gaulle, c'était vis-à-vis d'une indépendance vis-à-vis de la Russie et des États-Unis. Donc vous voyez, au départ c'était sur l'indépendance, et après on est parti sur le nucléaire civil, avec des gens qui étaient toujours habitués à l'opacité et qui s'étaient pris en disant le nucléaire c'est notre domaine, c'est pas le peuple qui doit décider. Et puis ils ont fait un sacré traité Euratom, vous voyez, qu'on a depuis 1957, et qui disait que le nucléaire allait amener le bien de l'humanité. Donc vous voyez qu'il y avait encore cette notion du bien de l'humanité. Puis il y a eu Tchernobyl. Et moi, alors là, en tant que députée européenne, suite à la CRIRAD, et ce que je voudrais vous montrer, quand on voit la désaffection des politiques, c'est qu'il y a quand même des gens qui se nourrissent des personnes. Et tout à l'heure, quand j'ai fait le tour de toutes ces assos, je me dis, c'est ça qui donne envie de faire de la politique. Et après, quand j'ai été députée européenne, je me suis dit, tous ces gens qui vivent en zone contaminée, il va falloir les aider. Vous voyez que 28 ans après, il y a toujours des gens qui sont malades, qui vivent en terrain contaminé. Et j'ai aidé Yuri Bandazeski, vous savez, qui est ce médecin qui était dans le Bélarus et qui avait montré que les gens étaient contaminés, il essayait de comprendre pourquoi il y avait des pathologies typiques à la radioactivité, et il s'est fait enfermer pendant 8 ans. Et il y a eu un énorme mouvement international pour le faire sortir de prison. Il est maintenant en Ukraine, il ne peut plus revenir au Bélarus, et on a monté un centre écologie et santé. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est comment un politique aussi tire son énergie des gens. Parce qu'à la DG, la Direction Générale de l'Énergie, vous avez la majorité des gens qui ont été mis là parce qu'ils sont pour le nucléaire. Vous voyez, l'Europe a mis 600 millions d'euros pour retaper, d'abord arrêter les réacteurs de Tchernobyl, et puis maintenant on fait un immense sarcophage qui recouvre le réacteur qui continue à fuir. Et puis j'ai rencontré un monsieur Youla qui était à la DG Énergie, et je lui ai dit, écoutez, maintenant c'est les 25 ans de l'anniversaire de Tchernobyl, il faudrait quand même faire quelque chose pour les victimes. Il me dit, les victimes, ça existe encore? Et donc j'ai amené ce Julia en Ukraine, dans une zone qu'on appelle Ivankov, où vous avez des milliers de personnes qui n'ont plus rien à faire parce qu'on leur a interdit de faire la moindre activité. Dans les écoles, vous avez des enfants qui sont 80% malades, qui n'ont plus de système immunitaire, qui ont énormément de mal à apprendre. Vous avez des gens qui n'ont plus d'avenir. Et on s'est dit, d'abord, on lui a montré ces gens-là, on lui a montré cet hôpital qui était vétuste. Moi, je n'osais même pas rentrer dans la salle de chirurgie. Et je lui ai dit, il faut faire quelque chose pour ces gens. Et ce Julia, qui était pro-nucléaire comme la plupart, me dit, OK, on va trouver du fric. Et on a trouvé 4 millions d'euros. Et donc, on a rénové l'hôpital, et maintenant, les femmes sont suivies, les enfants sont suivis, et on fait de la recherche pour mieux comprendre, vous voyez, les effets de la radioactivité sur la thyroïde, sur toutes les glandes, etc. Donc, moi, c'est ce qui me motive. C'est de dire, on s'est bagarré, c'est la suite de la CRIRAD, et puis après, je suis allée à Fukushima, et j'ai rencontré la même chose qu'on a vécu, nous, les Français, sauf que là, ils vivent en zone contaminée, ils ont des experts qui leur mentent, je ne vous dis pas, du genre, un verre de saké, c'est pareil que de consommer des éléments radioactifs, hein, ça vous donne les mêmes effets, que la radioactivité, c'est pas dangereux, si vous êtes malade, c'est de la radiophobie, allez voir un psychiatre, c'est ignoble. Et vous voyez que ces gens qui vivent en zone contaminée, et où il y a eu d'ailleurs le pendant de la CRIRAD, puisqu'on a formé des Japonais pour qu'ils fassent le même laboratoire indépendant, ils sont dans des situations lamentables. Et en plus, maintenant, il y a confidentiel défense, c'est-à-dire que même les médecins n'ont pas le droit de dire s'il y a une augmentation des cancers de la thyroïde chez les enfants. Donc, vous voyez, c'est un système complètement dingue. Et tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait des gens qui se bagarrent depuis des années sur les essais nucléaires.
quand il y a eu les essais nucléaires à Fangatofa, Mururoa, etc., et qu'on n'arrive pas encore à indemniser les victimes, qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a autant de cancers de la thyroïde, ben ces gens-là, je leur tire mon chapeau parce que ça fait des années qu'ils se bagarrent. Alors, juste pour finir quand même sur ce nucléaire, moi ce qui m'inquiète, c'est tous ces drones. Alors je ne veux pas être anxiogène, mais vous voyez, on a développé une technologie incroyable. À l'heure actuelle, vous avez des drones qui parcourent, qui survolent la nuit, le jour, toutes les centrales nucléaires. Lorsqu'on a interrogé, c'est le ministère de l'Intérieur, en disant « Mais dites-nous, comment ça se fait que vous n'arrivez pas à attraper ces gens qui font circuler des drones ?» Ils n'arrivent pas à savoir qui c'est. Mais ils nous disent « Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci de sécurité, les réacteurs, de toute façon, sont capables de résister même à une chute d'avion. » Ce qui est complètement faux d'ailleurs. Hein. Et on se rend compte, parce qu'il y a une étude qui a été faite, que si jamais il y a ces drones qui font sauter les transformateurs, parce qu'il ne s'agit pas de faire sauter un réacteur nucléaire, il suffit de faire sauter les transformateurs, ou les piscines de stockage qui stockent à l'heure actuelle les combustibles usés, on peut avoir un blackout total sur la France. Et les gens continuent à penser que le nucléaire, c'est propre, le nucléaire, c'est sûr, etc. Donc vous voyez, c'est l'épée de Damoclès, et en ce moment, j'interpelle tous les ministères pour leur dire, faites en sorte à ce que si vous achetez, les gens achètent un drone, ça soit au moins immatriculé, puisqu'on ne sait pas qui achète un drone. Et vous voyez que pour nous, on est là aujourd'hui, mais je suis, moi, personnellement, assez inquiète de cette situation. Mais c'est le problème du nucléaire. Mais hier, vous voyez, j'étais à Roibon, Center Park. Vous voyez, c'est ça la vie d'un politique. On était à 500 personnes à partir de 18h, donc on ne savait pas qui était l'autre, puisque tout le monde avait les bonnets, il faisait 1 degré. Et tous ces gens qui se rassemblaient là, mais je vous assure que ça donne chaud au cœur. Moi, c'est ça qui me motive aussi. Pour dire, mais comment on peut faire un Center Park de pierre et vacances dans un lieu qui est la forêt des Chambarans, qui a plus de 200 hectares, qui est une forêt qui approvisionne l'eau à la fois d'une partie de la Drôme et d'une partie de l'Isère. Tout ça parce qu'un président du conseil général, avec le maire de Roibon, s'est dit, c'est génial, Center Park va faire 1000 cottages, vous voyez, 1000 maisons, avec une grande bulle où les gens vont venir se baigner avec une eau de 29 degrés, et tout ça en hypothéquant la qualité de l'eau, la quantité d'eau, vous voyez, qu'il va y avoir dans toutes ces régions. Et les associations, que ce soit la FRAPNA, que ce soit le collectif contre Center Park, qui étaient des gens hyper légalistes, qui ont fait des recours et qui ont eu, au niveau de la commission d'enquête, qui est quand même l'élément le plus démocratique, 3 commissaires enquêteurs ont dit on ne peut pas accepter ce projet. On donne un avis défavorable parce qu'il remet en question la qualité de l'eau, l'approvisionnement d'eau et la destruction des zones humides qui alimentent cette eau. Eh bien, malgré un avis défavorable, ce qui n'était pas le cas à Sivins, au barrage, l'avis était favorable. Là, l'avis est défavorable, eh bien, on passe en force. Eh bien, il y a eu des zadistes. Alors, on critique les zadistes, on dit des Indiens, etc., qui sont allés sur le site. Il y en a entre 30 et 70, et qui, à l'heure actuelle, ont bloqué tous les travaux parce qu'ils ont commencé, vous voyez, à arracher 40 hectares d'arbres. Et les journalistes me disent, mais comment vous, députée européenne, vous soutenez des zadistes? Ce sont des violents, ce sont des casseurs. Ben, je dis, mais écoutez, s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait plus de forêt. On aurait déjà détruit plus de 120 hectares de forêt. Ben, grâce à la complémentarité des légalistes, des élus qui vont sur le terrain et des zadistes, eh ben, ils ont bloqué le système. Et on attend les recours qui vont avoir lieu la semaine prochaine. Mais c'est ça aussi le boulot d'un politique, vous voyez, c'est d'aller sur le site, aller avec les gens, discuter. Alors c'est sûr qu'il y a des gens qui sont intéressés, c'est le maire de Roibon qui se dit ça va énormément développer l'emploi. Mais l'emploi, qui sont des emplois précaires. En plus, avec Pierre et Vacances, qui, d'un point de vue rentabilité, ils sont dans le rouge. Et tout l'argent de ce Center Park, c'est de l'argent public, c'est le vôtre, c'est le mien. Colline, elle part du réel, elle part de sa vie aussi, quelque part. Vous voyez, en tant que femme, après les problèmes qu'on a eus dans sa vie, etc. Et comment
quel est le sens qu'on donne à sa vie? Eh bien, moi, je me retrouve par mes combats vis-à-vis de tes films. C'est-à-dire, c'est comment on essaie de donner un sens dans ce qu'on fait, mais en s'appuyant sur les gens. La richesse, c'est vous. La richesse, c'est les associations. Et je ne vois pas comment on peut faire de la politique sans s'enrichir des associations. Sinon, on est décalé. Et des fois, ce qui me fait mal au cœur, c'est quand on dit « Ah, mais tous les politiques sont pourris ». Non, vous avez des politiques qui y croient, qui pensent qu'on peut changer la vie. Et ce terme de gentillesse, moi, je ne sais pas bien ce qu'il veut dire, tu vois. Je suis plutôt sur la sobriété, moi, sur le changement de comportement des gens, sur la solidarité, sur la tolérance. C'est sur les valeurs que l'Europe a essayé de développer. Être gentil. Souvent, c'est être gentil, être con, quoi. Tu vois, j'aimerais, je te provoque, mais des fois, il faut être dur, il faut s'affronter au lobby. Tu parles de l'automobile, mais quel lobby l'automobile? Expliquez-moi comment la France est le pays où on a développé le plus de diesel. 60 à 70% de notre parc est en diesel. Et alors qu'on savait que les particules fines étaient cancérigènes, il a fallu que l'OMS tape le poing sur la table pour dire « Attention, il y a plus de 400 000 morts prématurées en Europe. C'est pire que les accidents de la route sur le permis à points. Hein » C'est incroyable, 400 000 morts de morts prématurées. Et quand on en discute au niveau de l'Europe en disant « Mais il faut diminuer le diesel », pourquoi nous, nos politiques, n'ont pas poussé nos constructeurs en disant « Mais faites des voitures 2 litres au 100, mais pas de diesel, parce qu'il y a des particules avec le diesel. » Alors on était sur le CO2, et je finirai par la COP21, en disant il faut diminuer les gaz à effet de serre. On fait des voitures avec peu de CO2. Mais peu de CO2, c'était aussi beaucoup de particules fines. Oui, il n'y a pas de cohérence dans le système. Alors on se bagarre sur le plan européen là-dessus, mais on a des lobbies énormes. Puis après, vous voyez, moi j'ai une hybride. Bon, parce que je me suis dit quand même, il faut qu'on fasse un effort là-dessus. Et quand je vois les hybrides françaises, parce que moi je suis Made in France, je voudrais acheter français, eh bien les hybrides qu'ils nous font, c'est diesel hybride. Ouais, c'est quand même incroyable. Et puis je terminerai sur la COP21, parce que c'est ça aussi qui m'anime, c'est, tu disais la vie sur Terre. Eh bien la COP21, c'est ce grand raout international qui va avoir lieu en décembre 2015, où il y a 194 pays qui vont se rassembler à Paris. Et ils vont normalement se dire, parce qu'en ce moment c'est Lima, c'est la COP20, se dire comment il faut faire pour diminuer de 2 degrés, pour ne pas augmenter le réchauffement climatique. Mais pour ça, il faut réduire les gaz à effet de serre. Mais ce n'est pas que ça. Il faut aussi augmenter l'efficacité énergétique. Il faut mettre énormément d'argent dans la rénovation, voyez, de l'habitat. Il faut développer les énergies renouvelables. Mais c'est là où vous voyez la renationalisation de chaque État. La France se dit, oui, nous on est d'accord pour réduire les gaz à effet de serre parce qu'on a le nucléaire. Le nucléaire ne fournit pas beaucoup de gaz à effet de serre. Et puis les Anglais, c'est pareil, ils veulent se relancer dans le nucléaire. Et puis les Polonais disent, ah mais nous, on ne veut pas 40% de diminution de gaz à effet de serre parce que nous, on se chauffe au charbon et à la lignite. Et vous voyez que chacun, c'est comme Center Park, ils sont, vous voyez, dans leur pays, ils ne voient pas le sens de l'humanité. Mais si demain, on est à 4-5 degrés parce que personne ne veut faire un effort, aucun politique veut faire un effort quand ils sont au gouvernement, parce que la population, elle est prête. Moi, ça fait des années que je fais des réunions publiques. Au début, on était une dizaine, une vingtaine. Maintenant, c'est des centaines de personnes qui viennent. Regardez quand il y a Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, c'est incroyable. Hein, c'est mon gourou à moi. Hein, mon Pierre, parce que Pierre, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il me calme chaque fois. Il me dit, Michel, reviens à tes fondamentaux. Hein. Et c'est vraiment quelqu'un qui est extraordinaire parce que par rapport à une société qui développe la high-tech, vous voyez, on n'est pas, il faut être branché sans arrêt. Hein. Sans arrêt, il faut être sur ses SMS, sur ses iPhones, sur ses tablettes, etc. Et puis Pierre, il te dit, mais c'est quoi le bonheur? C'est simple le bonheur. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Il faut savoir qu'est-ce qui est nécessaire pour la vie. Eh bien, vous voyez, la COP21, c'est essayer de dire à tous ces gouvernants, faisons simple,
Les gens sont prêts à l'entendre, mais si tout le monde fait des efforts. Ben, j'espère que cette COP21 à Paris, il ne faudra pas seulement la négociation, comme à Copenhague où ça a été l'échec parce qu'on n'y est pas arrivé, mais il faudra que ça soit l'humanité en marche. Il faudra que ça soit tout le monde qui se dise, s'ils ne sont pas prêts, cette tête pourrie là, hein, qui sont à la tête des gouvernants, eh bien nous, on est prêts. Et tu vois, plutôt que gentillesse, c'est quelle solidarité on peut avoir ensemble pour se dire, notre mode de vie, il est en train de tuer les gens du Sud. Notre mode de vie, il doit être en cohérence avec les autres. Si ce que je fais détruit les autres, c'est pas bien dans ce que je fais. Et peut-être tous ensemble, on pourra sauver l'humanité. Mais il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on soit solidaires. Merci. Merci. Merci Michel. Tu veux me répondre sur la gentillesse ? Je voulais dire que Michel est une gente dame qui l'ignore, mais ça, c'est pas très grave. C'est parce que j'ai pas eu le temps de développer le concept de gentillesse. Après vous avoir narré très brièvement l'histoire de la notion, comment on est passé de gentil romain noble à la Révolution française où on a coupé la tête au gentilhomme, j'ai forgé un concept. Et vous savez, Thierry Lhermitte dans Le Père Noël est une ordure dit « Je veux pas être méchant, mais Thérèse, elle est bien gentille ». Et ça, c'est le sens qu'aujourd'hui a la gentillesse, et c'est pour ça que Michel le refuse et qu'elle préfère la sobriété. Mais il n'y a pas de contradiction, parce que je dis que la gentillesse, c'est un anoblissement qu'on fait de soi quand on donne un bout de soi. Et je dis la gentillesse, c'est une morale impressionniste. Vous savez, l'impressionniste, c'est un grand courant artistique. On le connaît qu'à travers la peinture, mais Manet, Monet, Renoir, des petites taches et beaucoup de blanc. Eh ben, j'oppose la morale impressionniste que représente la gentillesse aux grandes morales impressionnantes que je ne condamne pas, mais qui sont plus difficilement praticables, et qui sont celles, par exemple, des 3 monothéistes qui vous disent de la naissance à la mort et du matin au soir comment vous devez vivre. Et je dis la gentillesse, c'est pas une morale du devoir, c'est une morale du pouvoir. On loge un geste gentil, c'est-à-dire serviable, à un moment de notre journée ou de notre semaine. Et si on n'est pas gentil avec quelqu'un, on n'est pas méchant pour autant. Mais c'est une forme d'intelligence qu'on a parce qu'on se connecte avec autrui. Et je vais beaucoup plus loin. Je dis que celui qui n'est pas gentil, c'est un manque d'intelligence totale parce qu'il est tellement vide qu'il a besoin de se remplir et qu'il est un prédateur. Hein. C'est Patrick, pas Patrick Timsit, comment il s'appelle, le mec du rétroviseur là dans la belle... Francis Perrin. Le type est tellement vide de lui-même qu'il pense qu'il faut prendre une voiture avec diesel ou pas, une femme, un appartement, un boulot, etc. Et ça, il faut être très vite pour en arriver là. Et quand on est gentil, c'est qu'on est plein de soi et qu'on veut donner. Donc on donne pas tout. Celui qui donne tout, c'est le saint. Mais on donne une particule, qui n'est pas une particule polluante de diesel. On donne une partie de soi. Et donc, être gentil, c'est mettre un genou à terre, comme le faisaient les chevaliers autrefois, pour être adoubé. Mais c'est s'élever moralement en s'abaissant justement, en donnant un peu de temps à autrui, un peu de soi. Et donc du coup, moi je trouve que ton écologie, elle est plus gentille que tu le crois. Merci. On a donc un philosophe à qui ces films-là donnent envie de devenir plus sage et peut-être plus gentil. Une élue, on ne va pas dire une politique, on va dire une élue, aujourd'hui élue européenne, qui traverse et qui anime soit des combats, soit des associations. Et ces combats, ces associations, moi ce qui m'intéresse, c'est que ça relie des gens. Et c'est ce que tu disais un petit peu à travers tes exemples, c'est qu'à chaque fois tu rencontres des gens et tu relis des combats à Roibon, à Fukushima ou ailleurs, partout sur la planète. C'est ce qu'on avait vu l'année dernière avec Pierre Rabhi, qui vient d'Afrique, voilà, et qui aujourd'hui vit ici à côté de chez nous. On avait José Bové, qui est vraiment aujourd'hui en plus un Européen, hein, monsieur agriculture en Europe, par exemple. Et puis Benki, qui venait d'Amérique, et ces 3 continents, on avait dit « Ah, il nous manque Vandana Shiva », et on aurait aussi l'Asie, éventuellement. Et on aurait pu voir que, en effet, la question qui se pose, et que tes films, Colline, nous posent, c'est comment est-ce qu'on peut se relier ? Comment est-ce qu'on sort de la torpeur, d'une certaine façon, que cette société, que la crise, que toutes les crises mises bout à bout, provoque chez nous. On est comme dans une torpeur, on est subjugué sous le joug de quelque chose, ce système capitaliste impérieux qui nous oblige. Il nous oblige tous les jours à prendre notre téléphone, etc. Nous-mêmes, hein, on se faisait la réflexion. Et du coup, moi, la première question que je voudrais te poser, Colline, c'est, au fond,
Est-ce que quand tu fais un film, tu te dis, il faudrait que les gens en sortent plus sages, plus gentils, ou qu'ils aient envie de le devenir? Est-ce que c'est pour donner de l'espoir, pour que les gens se relient un peu plus? Parce que de toute façon, ça donne envie de vivre une autre vie. Pas celle qu'on vit aujourd'hui, une autre vie. Alors toi, Colline, qui viens de cette planète étrange, qui est la tienne, qui fait des films, quand tu commences un film, et tu vas en commencer un nouveau, à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu veux nous dire à travers ces films? C'est vaste. Hein. D'abord, avant de répondre à cette question, je voudrais saluer quand même l'action de Michel, parce qu'elle parle du nucléaire, mais elle ne parle pas aussi de tout ce qu'elle a fait à Valence. Elle a réussi à retirer l'eau de Veolia, elle a réussi à récupérer l'eau pour la ville de Valence. Moi, je pense que... et puis toi, ce que tu as fait avec tes livres, toutes les réflexions que tu fais, je pense qu'il n'y a pas de hiérarchie d'une manière générale dans ce que font les humains. On est chacun fait pour faire certaines choses. Moi, je fais des films, je ne suis pas persuadée que les films, ça soit beaucoup plus important que les gens qui font un miel formidable, ou qui, parce qu'eux, ils ont les mains dans le cambouis. Voilà. Et je voulais dire aussi que ton action, ça fait partie des très grands... Tout ce que tu as réussi, puis il y a aussi les échecs, mais ça fait partie des quelques points très, très concrets qu'on peut mettre en route partout pour opérer ce qui doit être finalement quand même une espèce de révolution. Qu'elle soit violente ou non violente, après Pierre Rabhi pourra vous dire ce qu'il en pense, mais gentille ou pas. Ce que je voudrais aussi dire à propos de la gentillesse, c'est que moi, ça m'a fait penser à un autre philosophe qui s'appelle Michéa, qui est très controversé, mais qui parle beaucoup de donner, recevoir, rendre. C'est-à-dire que dans la gentillesse, il y a ça, il y a la capacité, qui est une chose qui est assez mal vue et qui est peu transmise aux générations en ce moment, c'est donner quand on peut, recevoir, c'est-à-dire dire merci, quoi, et rendre ce qu'on vous a donné. Et je pense que c'est pas moral, c'est pas religieux, c'est ça l'agriculture au fond. C'est se souvenir d'où et pourquoi on existe. On existe parce que des millions et des millions d'agriculteurs ont fabriqué de la nourriture, ont sélectionné des semences et ont sélectionné des porcs qui étaient des sangliers, ils sont devenus des cochons qu'on a pu manger. On a trouvé un accord entre les cochons et nous, c'est-à-dire qu'on les fait vivre et ils nous font vivre. C'est toute cette espèce je pense que la gentillesse, c'est aussi la mémoire de savoir exactement d'où on vient et pourquoi on vit, et pourquoi on peut encore vivre. Et parce qu'il y a eu des gens avant nous, plein de gens qui ont fait des choses qui nous servent encore. Et c'est une pensée qui est très, très, très peu dite. Voilà, on peut écrire des livres parce qu'il y a eu des gars qui ont inventé l'imprimerie, parce qu'il y a eu des ouvriers qui ont fait les choses. Parce que, voilà, moi, je pense que c'est... Et puis aussi, il y a une chose dont je me méfie beaucoup. Il y a une très belle parole de Rousseau qui dit méfiez-vous de ces gens qui partent tout le temps à l'étranger pour aller faire du bien et qui sont incapables de le faire à côté d'eux, quoi. Parce que ça foire grave ici, hein. Moi, je me fiche un peu des sages africains. Ils sont super, les sages africains, mais je veux dire, ils ne sont pas mieux que nous. Il y a des sages ici aussi, hein. Il y en a plein. Hein. Il n'y a qu'à juste ouvrir les yeux pour les regarder. Il y a aussi des traditions ici qui ont été, qui n'étaient pas que réac, quoi. Il y avait dans toutes la société française avant des traditions d'entraide extraordinaires. Et c'est en France qu'est né le socialisme et toutes les grandes idées socialistes et communistes qui ont été dévoyées, bien la plupart du temps, mais quand même. Voilà, je veux dire, n'allons pas tout le temps chercher là, ailleurs, ce qui est là, dans nos racines. À nous, c'est pas être nationaliste, c'est être internationaliste, mais en prenant nos racines là où elles sont. Voilà. Alors maintenant, ce que je pense quand je fais un film, j'essaye, mais c'est pas tellement intéressant. Je crois que c'est plus intéressant qu'on se parle, parce que je sais pas du tout qu'est-ce que vous avez envie de savoir, de quoi vous avez envie qu'on parle. Et moi, au fond, c'est ça qui m'intéresse. Quand je fais un film, j'essaye de vous connaître, au fond. J'essaye de connaître le monde à travers les films que je fais. C'est-à-dire, je m'imbibe
du monde, j'essaye de le restituer avec des idées qui pourraient le faire, disons, mettre en mouvement. Je n'ai pas la prétention de n'avoir aucune véritable action, sinon celle de remuer ce que j'ai déjà entendu chez les gens. Je veux dire, je ne suis qu'une espèce de plaque sensible ou un miroir qui essaye de mettre en mouvement ce que je sens qui existe déjà. Voilà, et de le faire avec les moyens qui m'ont été donnés. Je suis d'une famille d'artistes. Ça veut dire la poésie, ça veut dire l'écriture, le rire, beaucoup. Le rire fait partie c'est une des plus belles armes, bien plus forte que l'arme nucléaire. Le rire et la beauté aussi, parce que j'ai toujours envie que tous les plans que je fais soient des tableaux. C'est pas forcément toujours vu, mais c'est comme ça que moi je le fais. Et voilà. Donc moi, ce qui me ferait plaisir maintenant, c'est qu'on se parle. C'est-à-dire que vous exprimiez, vous, que ce soit un dialogue, quoi. D'ailleurs, cette table là-haut, là, c'est pas terrible. Hein. Je suis bénévole au cinéma et je suis tombé par hasard. C'était mon jour de projection. Donc on a projeté une solution locale, magnifique. Mais là, ma première question après, c'est, là on est tous là, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Comment effectivement diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Peut-être que la thématique de la santé est effectivement quelque chose d'important pour mobiliser le maximum de personnes sur ces questions. Une remarque un petit peu individuelle, je souhaiterais moi qu'il y ait le minimum de clivage et qu'effectivement un maximum de mobilisation par rapport à ces questions, puisque c'est justement l'occasion de se saisir de ces sujets et que du coup chacun, nous puissions nous mettre à travailler à ce niveau-là. Et peut-être ma question sur la question de la gentillesse aussi, c'est la place des jeunes. Quelle place effectivement dans la société on donne aux jeunes ? Et est-ce qu'on ne les met pas forcément à une place un petit peu de contestataire ? Je prends l'exemple des nouvelles technologies et des pétitions, qui sont effectivement un moyen tout à fait intéressant, démocratique de citoyenneté, mais effectivement, jusqu'où allons-nous et quelle place donnons-nous aux jeunes pour une participation concernant leur santé, une participation tout simplement démocratique ? Vous voulez répondre ou on continue éventuellement ? Colline, tu en penses quoi ? Sur le plan très concret, c'est quand même Michel qui peut le mieux répondre sur les actions concrètes. Par contre, il y a deux niveaux d'action, c'est clair. Il y a un niveau d'action local où chacun dans sa commune. Moi, je pense que ce que vous disiez tout à l'heure, je ne sais plus où est le monsieur qui a posé la première question, oui, sur les cantines, c'est vital. Je veux dire, c'est un des premiers grands leviers, l'exigence. Si on exige tous du gouvernement et de nos communes d'avoir une restauration collective, toute la restauration collective en bio local, mais c'est une énorme révolution. Hein. C'est un levier fantastique parce que c'est des millions et des millions de repas et c'est la création immédiate d'un marché. Et moi, je ne crois pas à la conversion des agriculteurs en bio juste par vertu, hein. Pas plus que vous, hein, pas plus que moi. Hein. On ne devient pas comme ça vertueux, comme ça. On devient vertueux parce qu'il y a un certain nombre de contraintes qui rencontrent un désir collectif et qui fait que tout le monde s'y retrouve. Mais s'il n'y a pas un marché et un nouveau fléchage des subventions qui ne va pas tout le temps aux mêmes qui peuvent s'acheter 10 Mercedes par an, il n'y a aucune raison que ce pays passe en bio déjà dans la ration collective qui serait quand même le minimum, que nos gosses mangent correctement. C'est un premier levier très concret. Il y a l'eau, comme elle a dit, et il y en a plein d'autres que je ne connais pas. Il y a 10 points. Je crois qu'il y a, chez les colibris, il y a 10 points. Je pense qu'il va falloir faire un programme en 10 points. Ça, c'est le plan local. Ce qu'il faut au plan local aussi, c'est se relier maintenant. Se relier par des associations dont la société civile doit trouver les nouvelles formes. Parce que la société civile, elle en a marre du clergé des partis politiques. Elle en a vraiment marre. Et de la représentation pyramidale. Donc il faudra que vous trouviez des moyens, même juridiques, de s'organiser qui soient viables et pour que des décisions soient réellement démocratiques à tout moment. C'est pas évident, mais ça doit se faire. Et puis ensuite, il y a un autre niveau qui est le niveau national. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir toujours comme ça continuer à voter un jour comme ci, un jour comme ça, pour des gens qui ne remettent pas en question le système.
Et ça, on sent bien dans la population, on sent bien quand on fait ces réunions-là, qu'il y a un énorme vide, il y a un désir de faire, il y a une absence de réponse à ça. Et je pense que quand il y a un vrai désir politique et historique, je veux dire qui est à la fois conscient et inconscient, les solutions, elles émergent. Donc je ne suis pas du tout, disons, pessimiste, mais c'est sûr qu'il va falloir que ces solutions émergent, violentes ou pas, malheureusement. Mais toi, tu as des tas de choses très concrètes à dire. Michel, sur les aspects plus concrets des questions. Oui, par rapport à qu'est-ce qu'on fait maintenant. Moi, souvent, je dis, on fait là où on est. Là où on est. Si vous êtes dans un village, dans une ville, comme disait Colline, la cuisine bio, c'est indispensable. Voyez-nous, à Valence, on avait une cuisine qui appartenait à la Sodexo. Sauf que les employés étaient payés par la ville. À la fin du contrat, on a viré Sodexo et on a fait une cuisine régie municipale, avec maintenant 40% de produits bio. 40% de produits bio, ça développe énormément après les agriculteurs qui fonctionnent en bio puisqu'ils ont un marché. Et ce qu'on avait mis dans le marché qu'il fallait que ça soit de proximité. Donc on avait à la fois des produits bio, on a développé des agriculteurs bio, et même on a... Enfin bon, le problème c'est qu'on a perdu la mairie après, mais... On était prêt à acheter des terres, parce qu'on a en plus des terres au niveau d'une collectivité, faire comme le maire de Moinsartou, c'est-à-dire installer des jeunes agriculteurs en bio qui avaient des contrats privilégiés au niveau de la cantine bio. Ça, on peut le faire. Droite-gauche, on peut le faire. Parce qu'on joue sur la santé et on joue en plus sur une agriculture de proximité qui est bio. Voyez, moi, le bio qui vient d'Ukraine, même si en Ukraine, c'est super, ça me dérange. Je veux du bio local. Et on peut vivre avec du bio local. Regardez la Drôme, notre département, c'est le département où en surface agricole, on est à 12,5%. Hein. Et les agriculteurs en bio, ils sont hyper bien organisés. Ils ont des magasins qu'on appelle en circuit court, etc. Bon, ça, on peut le faire. Sur l'eau, pareil. Vous avez Veolia qui gère l'eau. Vous attendez à la fin du contrat, parce que sinon ça coûte cher. Vous virez Veolia ou les autres et vous mettez ça en régie directe. Au début, nous, la municipalité, elle n'était pas d'accord. On a dit, c'est pour ça qu'à un moment, des fois, on leur a dit, soit vous acceptez, on remet en question le contrat, soit on quitte la majorité. Non, ne quittez pas la majorité. Eh ben, on a gagné. Maintenant, tous les gens sont contents parce qu'on gère l'eau. La ville de Valence gère son eau. On a fait une ville sans pesticides. Au début, moi, j'avais tous les techniciens qui disaient, mais les terrains de foot, mais c'est pas possible, il faut mettre des pesticides, etc. Stage de formation, ils sont allés ailleurs, tout ça. On devait faire 0 pesticides, c'était 2012. Ben, en 2010, déjà, il n'y avait plus de pesticides dans la ville de Valence. Mais ça, vous voyez, il fallait des élus convaincus et former les techniciens, parce que des fois, les techniciens, c'est eux qui bloquent parce qu'ils n'ont jamais fait autrement. Donc, stage, et après, je l'ai valorisé, il faut valoriser les gens. Tu vois, tu parles de la gentillesse, c'est vrai qu'on manque de relations, mais la reconnaissance des gens, c'est capital. Ils font un boulot, vous leur dites, voyez, vous êtes super, on avait fixé tel objectif, vous l'atteignez avant, et puis vous allez dire aux autres ce que vous allez faire. C'est ça qui fait bouger les gens. Il y avait un philosophe qui me disait, dans la vie, il y a 4 choses qui motivent quelqu'un. Il y a le pouvoir, il y a l'argent, il y a les femmes, il y a le sens de la vie. Alors, je sortais ça l'autre fois sur François Hollande quand il a fait son discours. Alors j'ai dit, le pouvoir, il a, les femmes, il n'est pas très clair, mais enfin bon, passons, il en a. L'argent, il a, maintenant il lui manque le sens de sa vie. Alors qu'ils choisissent l'écologie, quoi. Qu'ils choisissent l'humanité. Hein, c'est ça qu'il faut pousser. Oui. Eh ben, attends, je finis là-dessus, juste. Emmanuel veut répondre. Le sens de la vie. Celui-là, non, donne-moi le micro, parce que celui-là, il y a que... Si, ça marche. Non, je ne vais pas parler de la gentillesse, parce que je reviendrai taper plus fort tout à l'heure. Mais sur la cantine, moi, je suis père, prof, et j'habite une petite ville bourgeoise où il n'y a pas trop d'élus écolos, et les cantines sont toutes bio. Mais c'est un public bobo, bourgeois bohème.
Maintenant, moi, je suis allé à Montreuil emmener mes enfants à la fête du livre, et on voit le public de Montreuil. Il y a tous les bobos qui n'ont pas les moyens d'habiter Paris intramuros, et qui y sont, mais le reste de la rue n'est pas bobo. Et je doute qu'à Montreuil, où il y a eu des élus écologistes et un maire écologiste, les cantines soient bio. Mais même si c'est le cas, parce qu'il y a des élus écologistes, il faudrait penser que les parents de ces enfants, ils viennent déjà pas à l'école s'intéresser à leurs enfants parce qu'ils ont des complexes, parce qu'ils parlent mal la langue, parce qu'ils n'ont pas les moyens économiques de payer plus. Donc je ne suis pas sûr que ce soit... c'est une vraie question, la cantine. Mais je pense qu'il faudrait déjà savoir si économiquement on peut faire du bio moins cher que du poison cher. Et ça, c'est pas gagné. La réponse est oui, n'est-ce pas, Michel? Écoutez, quand ça demande aussi énormément de pédagogie. Il faut parler aux gens. Et les gens, s'ils savent que c'est pour leurs enfants et que c'est lié à la santé, ben, ils sont très volontaristes. Qu'ils soient bobos ou non bobos, nous, dans les quartiers, on allait expliquer aux gens pourquoi on faisait ça. Parce que souvent, on vous dit, mais c'est trop cher, etc. Ben, on n'a pas augmenté le prix de la cantine. Donc c'est par rapport à un bien public. Dernière chose que je voulais vous dire sur la jeunesse, parce que il y a une assoce qui s'appelle Génération Cobaye. C'est des jeunes qui se sont regroupés par rapport, vous savez, il y a une augmentation de leucémie chez les jeunes de façon très importante. Et ils se sont dit, il faut qu'on prenne notre avenir en main, d'où Génération Cobaye. Allez sur leur site. Ils ont fait les 7 comportements pour avoir un orgasme écolo. Et c'est génial! Et l'autre fois, ils m'ont demandé d'animer, là, c'était sur les rayonnements électromagnétiques, mais j'ai vu leur plaquette, comment avoir un orgasme écolo. Et maintenant, ils passent dans toutes les facs pour dire, il faut devenir écolo, hein, que ça soit par rapport à une capote écolo sans perturbateur endocrinien, que ça soit, ils donnent tous les trucs. Et c'est ça qu'il faut motiver. Il faut que les jeunes ne deviennent plus maintenant des consommateurs. Ils ne sont pas consommateurs, ils sont consommateurs. Et en plus, on leur donne l'idée que pour réussir dans la vie, il faut être dans la high-tech, quoi. Hein. Eh ben, je trouve que ça aussi, on a un rôle à jouer. Et souvent, quand on voit, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Et on les a par l'orgasme écolo. Hein. Et c'est là où ils viennent. Et c'est là où ils commencent à se dire, eh ben, il faut peut-être avoir un autre comportement, il faut peut-être se poser des questions. Et c'est pas le fait d'avoir une belle bagnole, une belle femme, une belle maison, hein, qui fera l'avenir et le sens de sa vie. Je savais qu'on en reviendrait au film de Colin Serrault, d'une façon ou d'une autre. On va continuer le fil des questions, puisque les gens se sont levés, sont venus jusque-là. Merci. Bonsoir. Moi, ma question, c'est sur les accords du CETA et du TAFTA. Parce que ça, c'est un gros problème pour l'avenir. Bon, le CETA, je crois que c'est maintenant en route. Hein. Et on ne va pas faire machine arrière, mais ça va nous coûter cher. Excusez-moi, même chose que tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez en quelques mots définir un petit peu de quoi il s'agit pour les gens qui ne le sauraient pas ici? Le CETA, c'est un accord de libre-échange entre le Canada et l'Europe. Et le TAFTA, c'est des négociations d'échange entre les États-Unis et l'Europe. Donc là, on a donné le droit de négocier à la Commission européenne sans qu'on soit très au courant, quoi. D'accord. J'imagine que la question s'adresse surtout à Michel Rivasi. Oui. Savez-vous que la plupart des annonceurs, des gros annonceurs, ceux qui vendent de la bagnole, des voyages, des cosmétiques, etc., le budget qu'ils consacrent à la communication, c'est-à-dire l'argent qu'ils mettent dans les journaux, à la télévision, pour des spots, pour de la publicité, ça dépasse en France ce budget d'éducation nationale. Donc aujourd'hui, ce n'est pas nous, ce n'est pas les maîtres qui éduquent les enfants, c'est la pub. Et je ne sais pas aujourd'hui, je crois qu'il faut agir là-dessus. Ça, c'est la première chose. La pub conditionne les gens. Qu'offrent les politiques là-dessus? Qu'est-ce que vous nous offrez, Michel, par rapport à ça, dans vos programmes, par rapport à la com? Moi, la question que je me pose, c'est où trouver l'information fiable? Parce que finalement, tout le temps, tout ce qu'on entend, c'est tout le temps finalement critiqué, bousculé, démenti. Donc, ce qui fait que finalement, on n'arrive jamais à se fonder sur quelque chose et à se reposer sur quelque chose, je trouve, dans tous les domaines aujourd'hui. Je voulais juste dire quelque chose sur la publicité. C'est consubstantiel à la démocratie, la publicité. C'est rendre public, et Michel l'a dit tout à l'heure, sur le nucléaire,
il y a trop de zones d'ombre et de non-dits pour montrer qu'il n'y a pas de publicité. Donc la publicité, intrinsèquement, elle est saine, puisqu'elle elle est démocratique. Le problème, c'est qu'elle est inféodée au commerce, et que du coup, elle a un peu dévié de sa fonction, qui est de rendre publique une information, puisqu'elle repose essentiellement la publicité commerciale sur le mensonge. Mais je pense qu'il faut se servir de la publicité justement pour arriver à inverser la valeur des choses et de montrer quelles sont les vraies valeurs et quel est le sens de la vie. Il ne faut surtout pas fustiger la publicité. Il faut faire de la pub à fond les ballons, justement pour que des vraies valeurs émergent. C'est tout ce que j'avais à dire. Je voudrais revenir sur le cas de Agathe the Blues, la dernière maman qui a parlé sur la petite fille, parce que c'est un lien avec la chimie dont on n'a pas encore parlé, et le lien avec justement la médecine, l'agriculture, l'amour, et puis le système libéral dans lequel on vit. Michel ? Oui. Alors, rapidement, TAFTA. C'est très important, TAFTA. C'est ce traité transatlantique qui va unir l'Union européenne et les États-Unis. En ce moment, vous savez, il y a des négociations. Ces négociations sont opaques. Donc les parlementaires sont intervenus et la campagne européenne a beaucoup servi parce qu'il y a eu beaucoup de réunions publiques sur TAFTA. Et à l'heure actuelle, les commissaires commencent à dire on va dire un petit peu ce qu'il en est sur les négociations. Alors que jusqu'à présent, personne n'était au courant. Donc maintenant, les coordinateurs, il y a un bureau, ils ont le droit d'entrer dans le bureau, mais seulement pas de papier, pas de stylo, pas d'appareil photographique, etc. Ils ne peuvent que regarder. Non, mais vous voyez, ça vous montre ce que c'est que la transparence. Ça consiste en quoi? Ça consiste à faire un échange entre les États-Unis et l'Union européenne en abolissant toutes les taxes douanières. Et surtout, ces négos vont toucher la santé, l'alimentation, les services publics, les transports, etc. Et c'est beaucoup pour les multinationales parce qu'il faut que vous sachiez quand même qu'en Europe, on est beaucoup plus protecteur qu'au niveau des États-Unis, notamment sur la chimie. Toutes les substances chimiques sont contrôlées en amont en Europe, alors qu'aux États-Unis, elles sont balancées dans le milieu public. Et c'est si jamais il y a X morts qu'on va interdire les substances chimiques. Et donc, il y a des rapports de force énormes. Vous voyez, le veau aux hormones, il avait été interdit en Europe. La viande chlorée des poulets est interdite en Europe. S'il y a cet accord, ils vont diminuer les normes et faire en sorte à ce qu'il y ait une réciprocité. Et surtout, c'est qu'il y aura maintenant un tribunal privé qui fera qu'une entreprise pourra attaquer un État, notamment la France, pour dire vous êtes contre les OGM, eh bien on va vous demander tant d'indemnités pour non-investissement de semences transgéniques en France. Sur le bisphénol, vous savez que le bisphénol, on l'a interdit en France dans les biberons parce que c'est un perturbateur endocrinien qui entraîne des malformations génitales au niveau des enfants ou des cancers hormonodépendants si ce n'est pas l'obésité et le diabète. Eh bien là, ces entreprises américaines qui fabriquent le bisphénol pourront attaquer la France pour, justement, manque d'investissement vu la législation française. Et ça pourra attaquer aussi les collectivités territoriales, vous voyez, qui prennent des décisions. Donc nous, on est férocement contre ce traité TAFTA. En dernier ressort, ça va être le Parlement européen qui va voter. Et donc c'est très important, vraiment, de faire du lobbying pour dire il est hors de question que les députés européens libéraux. Alors maintenant, les socialistes sont revenus un peu en arrière. Au début, ils avaient enlevé toute la partie culture dans les négos. Et maintenant, ils commencent à se dire, c'est peut-être pas le mieux de signer ce traité TAFTA. Mais vous voyez, c'est la négation de la politique, pour tout vous dire, ce traité TAFTA. Si on accepte ça, ça veut dire que c'est que les lobbies, les multinationales qui vont prendre le pouvoir. Donc ça veut dire qu'on ne sert plus à rien. Hein. Bon. Et moi, j'estime qu'en tant que politique, on doit justement dire à l'économie ce qu'elle doit faire par rapport au bien public, et non pas l'inverse. Donc ça, alors, sur publicité, moi j'avoue que je suis très critique parce qu'il y a un comité d'éthique, normalement. Et ce comité d'éthique, il devrait dire si la publicité est honnête ou pas. Or, pourquoi on critique la publicité? D'abord, souvent, elle est malhonnête, comme tu as dit. Et puis, quand on voit l'exemple de Grenoble, où le maire Éric Piolle a décidé qu'ils allaient enlever la publicité, vous savez, qui est à l'entrée des villes et pour planter des arbres, je trouve que symboliquement, c'est très fort. Parce qu'on est complètement
comment dire, d'abord c'est moche, ça détruit les paysages, et puis c'est des publicités, je ne vois pas quelle est la valeur ajoutée de la publicité. Alors que la publicité soit un apport de connaissances et d'informations, oui, sauf que le comité d'éthique, il n'est pas assez restrictif pour dire qu'on a assez, et puis ça fait énormément de papier. Et regardez à la télévision, quand Sarko a supprimé la pub, elle a supprimé la pub sur Antenne 2 et la 3 parce que c'était des services publics. Par contre, ça enrichit Bouygues au niveau de TF1. C'était un cadeau à Bouygues, le fait d'enlever la publicité. Bon. Donc moi, je trouve qu'il faut vraiment la réguler de façon très féroce. Alors fais-le toi-même. Moi, je trouve que c'est très beau, ça. Regardez la société. À l'heure actuelle, elle est en train de nous faire des décérébrés, des gens qui ne pensent plus, des assistés. On n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Et l'exemple de la dame là, qui est venue tout à l'heure s'exprimer, c'est très important de se réapproprier nos talents, nos atouts. On peut faire plein de choses. Mais la dame là qui a dit que, voilà, fais-le toi-même. Fais-le toi-même. Et puis, dernière chose que je voudrais dire, quand vous voyez aussi le film de Colline, et puis il y a eu le film de Marie-Monique Robin, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Arte. Elle dit, dans la vie, il faut des héros ordinaires. Ici, il y en a plein de héros ordinaires. Tous les gens, vous voyez, qui luttent pour des déviations, pour des autoroutes, pour, vous voyez, le nucléaire militaire, toutes ces assos, ce sont des héros ordinaires. La Palestine, ce combat pour la Palestine. Et moi, je tiens à leur rendre hommage à ces gens-là. Et c'est par ces héros ordinaires qu'on changera le monde. Hein, c'est très important de dire, vous voyez, ce n'est pas que des assos comme ça. Ces assos, elles sont très en lien avec la vie, avec la réalité. Et il faut les encourager, ces assos. Moi, la première chose que j'ai envie de vous dire, est-ce que vous adhérez à une assos? Si vous n'adhérez pas à une assos, il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Première chose à faire, adhérer à une assos. Merci. Colline, dans ce dialogue, tu as des choses que tu voudrais renvoyer, dire? Non, sur l'histoire du taffetas, moi ça me rappelle une histoire, c'était l'Ami. Ça s'appelait l'Ami avant. Ils ont toujours des noms un peu soyeux comme ça. Ça s'appelait l'Ami autrefois, maintenant c'est du taffetas, c'est très chic. En fait, c'est simplement crapuleux, quoi. Il n'y a même pas de nom pour qualifier ça. C'est-à-dire que ayant bu toute honte, ils nous disent que la démocratie n'existera plus. C'est simplement ça, vous n'aurez plus aucun pouvoir. C'est-à-dire que même les élus que vous avez élus, ils seront obligés de la fermer, quoi, parce que on sera attaquable par n'importe quelle multinationale. Et c'est vraiment un crime. Mais les politiques ne sont pas forcément toujours très, très conscients de ça. Je me souviens, moi, pour l'Ami, nous, on était très, très, très mobilisés là-dessus. Les gens de l'ARP, je fais partie de l'association des réalisateurs-producteurs. Nous, parce que nous on sait, on sait vraiment bien que s'il n'y a pas l'exception culturelle en France, on est mort. Le cinéma français est mort. Le cinéma français ne tient que grâce à l'exception culturelle, c'est-à-dire à la possibilité c'est même pas de l'argent de l'État, hein, mais qu'une partie à l'organisation du financement du cinéma qui ne peut marcher que parce qu'il y a des impératifs qui sont obligés, auxquels on oblige les chaînes à financer, on oblige aussi les Américains, les tickets, les billets des films américains à revenir dans un pot commun qui revient pour financer les films les plus fragiles ou les films des jeunes. Donc on a un système protectionniste sur notre cinéma qui fait qu'on est le seul et le dernier cinéma européen, parce que l'Allemagne, ça a été laminé, l'Angleterre aussi, l'Espagne, etc. Et l'Italie, il y a des très grands artistes, c'est pas du tout la question. Mais leur cinéma est mort à cause de ce manque de protection. Et quand l'Ami, l'Ami qui est en tout point, hein, le jumeau du taffetas, hein, est sorti, et en plus ils ont un truc, les Américains, ils vous mettent ça pas sur un fascicule, c'est 2000 pages quoi, de papier bible, le traité en question. Donc qui va lire ça? Et tout est écrit là-dedans. Donc nous on avait même loué les services d'un motard, d'un taxi-moto, parce que c'était juste au moment où ils allaient voter l'Ami
qu'on leur a apporté le texte et le truc crapuleux qu'il y avait sur la culture dedans. Ils ne savaient même pas, les gouvernants, ce qu'ils étaient en train de signer. C'est très très grave ce qui se passe. Je suis persuadée que pour le TAFTA, c'est pareil. Il faut absolument se mobiliser contre le TAFTA. Alors moi aussi, je voulais vous dire, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qu'est-ce que vous pensez de ces histoires de pétitions? Parce que moi, je pense que c'est aussi un moyen de nous ficher, les pétitions. Je ne suis pas sûre que ça soit si... Enfin, les pétitions, ça peut être dangereux. On ne sera pas toujours dans une démocratie. Faites attention. Enfin, bon, moi, je vous dis ça. Il y a des gens qui pensent qu'il faudrait faire peut-être d'autres actions que simplement des pétitions. Parce que les pétitions, c'est un moyen extraordinaire pour nous ficher. Alors, sur la publicité aussi, je voulais dire... Là, j'ai fait un film qui s'appelle Tout est permis, qui est un film qui attaque de front 3 grands lobbies, l'automobile, l'alcool et le téléphone. Et je me suis aperçu, évidemment, de la puissance de ces lobbies, parce que ça, c'est quelque chose qui est rentré, mais très, très, très violemment et très profondément dans les consciences. Et ce film raconte à quel point c'est compliqué de sortir de cette intoxication qui est marketing, publicitaire, tout ce que vous voudrez. Et je voulais aussi parler quand même, parce que personne n'en parle ici en ce moment, ça me gêne un peu, mais ce qu'il y a de pire dans la publicité, c'est qu'elle reproduit, en leur mettant du taffetas, des oripeaux ravissants, tous les schémas par lesquels on est complètement dominé, prisonnier et humilié. Et oui, sous une domination et particulièrement sexiste. Je veux dire que le sexisme dans la publicité, c'est quelque chose... Donc, je voudrais aussi qu'ici, on puisse peut-être parler de ce que c'est que la structure patriarcale dans la société humaine en ce moment et depuis un certain temps. Et tiens, c'est là où commence à m'interrompre. Voilà. Non. Mais c'est vrai qu'il faudrait vraiment réfléchir à ça, et non pas en se disant c'est un combat les uns contre les autres, mais c'est un combat qui ne peut qu'améliorer la condition des uns et des autres, et surtout les sociétés subsahariennes et sahariennes. Je veux dire que c'est extrêmement important qu'il y ait dans nos pays un véritable soutien en ce moment aux révolutions arabes dans ce qu'elles ont de laïque et où les femmes sont défendues, parce que sinon, si on s'écrase devant l'islamisme intégriste et sans défendre les femmes et la laïcité dans ces pays-là, les révolutions islamistes, elles seront fichues. C'est très important. Et je vous recommande un livre que j'ai découvert, qui est un type formidable, qui s'appelle Ancel, E-N-C-E-L, qui a écrit Géopolitique des révolutions islamiques, et qui a vraiment, du monde arabe, et qui a vraiment une vision très, très, très positive. Je pense que c'est important aussi qu'on se mobilise pour soutenir les femmes qui sont les mêmes, et les démocrates. Et je pense que les hommes y gagneront beaucoup au changement de leurs attitudes et de nos attitudes vis-à-vis du sexisme. Merci. Alors, on va passer à la suite des questions. Moi, je peux vous dire que j'ai, justement, je répète, confiance en cette génération, parce que moi, je n'étais pas spécialement écolo, je n'étais pas spécialement sensibilisée. Oui, je faisais un peu de tri de mes déchets, je mettais dans la poubelle jaune, etc. Mais ce sont ces 2 jeunes femmes qui m'ont vraiment, estomaquée et m'ont fait poser des questions sur moi-même et sur ce que je pouvais faire à mon échelle. Et comme disait Pierre Rabhi lors de la dernière conférence qui a eu lieu à Vaugneray, faire comme le colibri, apporter son petit brin d'herbe pour son nid ou la petite goutte d'eau pour éteindre le feu. Et finalement, maintenant, je suis de plus en plus vers cette démarche. Colline Serrault, vous avez une filmographie qui est très riche. Là, on a eu 6 exemples de thèmes variés, mais il y a des courts-métrages, des longs-métrages sur d'autres thèmes. Et en fait, je voudrais revenir à la question que posait Erwan au début, à
laquelle vous n'avez pas répondu parce que vous vouliez qu'il y ait des échanges, c'est qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous anime dans le choix des thèmes de films et également dans le travail que vous avez avec les équipes, que ce soit les acteurs, que ce soit les équipes techniques. Est-ce qu'ils ont la même motivation ou la même foi que vous dans ces thèmes? Voilà. La cantine bio, c'est aussi possible. On a un petit groupe de parents sur Brigné. On pourrait essayer de passer en bio. Bon, voilà, c'est quand même une volonté politique à la base, mais on a la chance d'avoir l'ARDAB à Brigné, qui est l'association qui mutualise un peu toutes les forces vives en agriculture bio. Donc on espère pouvoir avancer. Mais je pense que on a chacun, effectivement, comme ça a été dit, notre part à notre petit niveau. Mais voilà, je pense que ça partira du bas. Il ne faut pas attendre que ça vienne tout d'en haut, parce que sinon, nos enfants ne verront peut-être pas les fruits du monde qu'on voudrait voir venir. Voilà. Alors moi, j'ai décidé cette année, et ça a été accepté à l'unanimité dans ma famille, de ne plus faire Noël le 25 décembre, mais de le faire 15 jours après, parce que les mêmes produits seront à 50% moins chers. Donc j'en ai marre qu'on se foute de notre gueule. Et je vais faire la même chose pour le 31 décembre. Je ne vais pas me priver. Concernant l'information, alors, moi je ne crois pas que France Inter soit la meilleure radio, loin de là, elle est comme toutes les autres. Et je reviendrai à ce qu'a dit Michel, je crois que c'est votre prénom, et à ce que lui a dit Pierre Rabhi, c'est-à-dire reviens à ta sagesse et à ton axe intérieur. Nous avons tous, mais je vous dis bien tous, quelle que soit l'éducation qu'on a eue, le moyen de réfléchir et de savoir ce qui est bon pour nous. On a besoin de quoi? D'amour, d'un lit pour dormir et de manger, des amis et de la famille. Pourquoi acheter des 4x4? Pourquoi avoir une piscine? Pourquoi avoir le dernier smartphone? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? J'ai des collègues de travail qui sont au SMIG, qui préfèrent donner à manger à leurs enfants des pommes de terre d'Intermarché pour pouvoir aller voir le match de l'OL qui va lui coûter 80 € pour des joueurs qui seront payés 30 000 € alors qu'elle en gagne 900. Il y a quand même un gros problème. L'association que je préside s'appelle Alliance Rhône-Alpes, c'est une association régionale et c'est le réseau des AMAP. Et si je reprends la première question qui avait été posée, qu'est-ce qu'on peut faire à son niveau? Eh bien, on peut manger mieux, manger différemment et créer une AMAP ou rejoindre une AMAP qui existe déjà. Alors, qu'est-ce que c'est que les AMAP? Les AMAP, ce sont les associations de maintien de l'agriculture paysanne. C'est une des façons que l'on peut avoir pour consommer malin, je dirais, d'aller acheter un panier directement chez un paysan sans intermédiaire. Alors, il y a les AMAP, il y a aussi pas mal de circuits courts. Vous devez connaître peut-être le collectif Raccourci sur la métropole. Il y a beaucoup de circuits courts qui fonctionnent aussi. Donc, je vais souvent en Palestine et je me suis enrichi beaucoup dans les formes de lutte et de résistance de ce peuple qui se fait prendre sa terre tous les jours et qui a inventé, imaginé des moyens de traiter l'eau, d'économiser l'eau. Faut savoir que l'organisation de paysans avec laquelle on travaille aujourd'hui fait partie maintenant de Via Campesina. Il y a des échanges avec la Confédération paysanne. Voilà. Et pour Michel, qui est une élue, alors on est tous pour la paix. J'aimerais qu'on soutienne politiquement la résistance palestinienne. C'est-à-dire la résistance dans les formes qu'ils choisissent eux. Hein, c'est-à-dire qu'on stigmatise des mouvements politiques comme le Hamas ou le Hezbollah, qui sont des mouvements de résistance et qui résistent comme nous, on a résisté à une époque dans notre pays. Merci. Merci. On va peut-être soit s'arrêter là, soit s'il y a encore des prises de parole. Une, deux. Non, mais c'est pas parce qu'il est jeune qu'il a un droit particulier. Il ne faut pas non plus faire du jeunisme, c'est aussi grave que l'inverse. D'autres personnes éventuellement, comme ça je peux clôturer, et puis on laissera la parole à nos invités si vous le souhaitez. Voilà, madame, puis jeune homme, et puis nos invités. Merci. Infiniment merci à tous, les mots sont trop petits. Voilà. Il y a un mot et les actes conséquents que j'aimerais entendre plus souvent, c'est le mot économie. Ne serait-il pas possible du jour au lendemain de faire dans tous les domaines entre 20 et 30 ou même plus % d'économie? Monsieur. Alors bonjour. Alors voilà, tout à l'heure une dame a dit qu'elle croyait en la jeunesse
Donc oui, moi aussi, je crois en la jeunesse, forcément. Mais alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse est aveuglée. Parce qu'elle est aveuglée par cette société. Donc maintenant, il faut donner les moyens à la jeunesse, leur ouvrir l'esprit. Parce que moi, mes parents m'ont ouvert l'esprit depuis que je suis petit à l'écologie. Mais par contre, moi, quand j'en parle au lycée, ben, c'est limite si on ricane, quoi. Donc je pense qu'il faut informer la jeunesse. Et voilà, quoi. Afin que les personnes qui aient eu l'esprit ouvert, tout petit, puissent transmettre leur savoir aux autres, et que les personnes comme vous puissent également leur transmettre leur savoir, parce que sans savoir, la jeunesse, elle fera pas grand-chose. Voilà. Oui, je sais pas. C'est tellement... Enfin, moi, je sais pas, ça me paraît pas tellement intéressant, les films, par rapport à tout ce qui se dit, tout ce qui se fait là. C'est vraiment bien, quoi. Non, moi, j'ai un slogan, c'est « Devenez riche, n'achetez plus hein ». Il y en a un autre aussi, c'est un HLM, un potager, voilà. Et puis, moi, j'ai l'air vraiment de ramener mes films et tout ça, mais en 1981, j'ai fait un film qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?», qui est l'histoire d'un tournage de film publicitaire, parce que nous, on en connaît, enfin moi j'en ai fait des tournages, qui tournaient mal, justement, qui tournaient à une révolution. Mais malheureusement, il est difficile à trouver ce film. Mais je vous jure que là, je lui faisais sa fête à la publicité. Hein, voilà. Mais je vais laisser la parole à Michel parce qu'elle a vraiment des choses. Elle fait des choses. C'est ça qui est important. Et toi, tu penses des choses. Bon, moi, j'avais quelques réponses à apporter par rapport à vos questions. Sur économie, gaspillage, je trouve que tu as très bien répondu. Hein, devenez riche, hein, donc n'achetez plus. Moi, je crois que, de toute façon, tout à l'heure, on a parlé de sobriété. Il faut qu'on économise à tous les niveaux et qu'on évite le gaspillage. Parce qu'on était, plus vous consommez, plus vous êtes. Hein, on était sur l'avoir. Et là, on est sur l'être. Donc, et puis, il y a le réchauffement climatique. Donc, vous voyez que tout est lié quand on dit il faut moins dépenser. Mais il ne faut pas le voir. C'est très important quand on parle aux gens. Et tout à l'heure, on voit bien que ce soit le jeune là qui s'est exprimé, il dit quand j'en parle, je suis mal reçu. Parce que c'est côté passéiste. J'ai encore lu dans le JDD un article d'Allègre qui dit les écologistes sont anti-scientifiques. Vous voyez, sont passéistes. On est toujours, vous voyez, traité en tant que... on est has-been, quoi. Eh bien, je leur dis, c'est vous qui êtes has-been. La consommation, elle est has-been. Elle n'a plus lieu d'être telle qu'elle est parce qu'ils vont nous détruire. Ils vont détruire la planète, ils vont détruire les ressources naturelles, ils vont détruire, si vous voulez, même les relations humaines, puisqu'il y a de plus en plus d'injustices, telles que ça a été dit. Donc, on est obligé de revenir à une sobriété heureuse. Moi, j'aime bien ce terme, sobriété heureuse. Parce que c'est super quand vous vous déplacez, vous dites tiens, je prends mon vélo, je prends les transports en commun, mais des transports de qualité. On ne veut pas revenir non plus à des vieux TER complètement déglingués ou des... Non, mais il faut jouer la qualité, mais une qualité en se disant bon ben, je mets ma part, hein, comme le colibri. Et pour en revenir au colibri, moi je rencontre beaucoup de colibris partout. Moi-même, j'essaie de le faire. Dès que je peux, quand je peux. Mais en même temps, je voudrais vous dire, et on a parlé des élections, alors vous n'aimez pas les politiques, ou on a toujours une critique sur les politiques, mais à un moment, on peut faire du local. Moi, je crois beaucoup à faire du local. Quand je vous dis faites ce que vous pouvez au niveau où vous êtes, ne renvoyez pas toujours chez les autres en disant c'est au maire. Eh bien, on se prend, on fait un collectif dans l'école et on se dit on va faire bouger les lignes. Moi, je suis pour faire bouger les lignes. Bon. Mais sur le plan national et européen, il faut quand même que vous fassiez attention à qui vous allez mettre. Parce qu'il y a quand même des lois ou des directives européennes qui donnent les orientations. Et moi, je suis pour que des politiques donnent des orientations pour l'intérêt général. Sinon, c'est l'intérêt privé qui va primer. Quand on parlait de TAFTA tout à l'heure, si le Parlement européen vote pour TAFTA, mais qu'est-ce qu'on va devenir ?
On aura beau se bagarrer sur le plan local, il y aura une directive, et là c'est un traité bilatéral entre les États-Unis et l'Union européenne, qui fera que de toute façon, on va être coincé après par rapport aux tribunaux. Donc, il faut être cohérent entre les actions locales. Moi, j'y crois beaucoup qu'on peut bouger les choses sur le plan local. Quand on parle d'énergie renouvelable, moi, je suis pour les sociétés d'économie mixte. Je suis pour impliquer les gens, vous voyez, dans le développement des énergies renouvelables. Mais pas pour que des grosses sociétés nous imposent des éoliennes ou des cellules photovoltaïques. Et c'est eux-mêmes qui font du profit là-dessus. Moi, je suis pour que les gens s'impliquent et que ça leur rapporte à eux, pour que justement ils puissent isoler leurs bâtiments, etc. Toujours sur le collectif et l'intérêt général. Mais attention, soyez cohérents pour qu'après des gens, des députés, regardez pourquoi on a gagné sur les gaz de schiste. Parce qu'il y a une telle mobilisation des gens. C'est parti des collectifs. En Ardèche, dans tous les villages, il y avait plus de 1000 personnes. Tous les soirs, moi j'ai fait des tours incroyables. Et après, ça a poussé les politiques à faire une loi pour interdire le gaz de schiste. Mais vous voyez bien que sans arrêt, ils reviennent. Sans arrêt, ils commencent à dire, mais ça serait bien quand même de faire la recherche. Mais regardez aux États-Unis, leur économie, et nanana, nanana. Donc là, il faut être ferme sur les prix, quoi. On n'en veut pas. Parce qu'ils ont une vision à court terme. Bon. Sur les lobbies, c'est en lien avec ça. On a des lobbies hyper forts. Alors tout à l'heure, je vous parlais du nucléaire, ça dérange certaines personnes quand je parle du nucléaire, mais c'est un lobby dingue. Mais il y a les lobbies pharmaceutiques qui sont en train de nous fourguer des médicaments avec plein d'effets secondaires. Vous voyez bien les grandes campagnes de vaccination, rappelez-vous la grippe H1N1, tout ça, c'est vraiment les labos à fond la caisse là-dessus. Les téléphones. Alors moi, je voulais vous dire, je suis en train de tester quelque chose avec toutes les assos. Ce téléphone portable, il est plein de sang humain. Pourquoi? Parce que dans les matériaux qu'il y a à l'intérieur, il y a la République démocratique du Congo où il y a des zones de conflit armé où le coltan est dans ce téléphone. Vous avez aussi toutes les exploitations de mines en Chine. Eh bien, on est en train de monter une opération avec les assos pour dire qu'en Europe, alors je vais le visiter parce que je voudrais voir quand même si c'est vraiment éthique, il y a une entreprise aux Pays-Bas qui fait des Fairphone, c'est-à-dire des téléphones portables où les matériaux, on est sûr que ça ne provient pas de ces mines en conflit armé. Pourquoi? Parce que dans ces zones en conflit armé en République démocratique du Congo, ils font travailler des jeunes, ils font travailler des femmes. C'est carrément les militaires qui poussent les gens à extraire ces minerais. Et ensuite, nous, on a nos entreprises comme Samsung, comme Apple, qui vont faire fabriquer ça en Chine. Mais c'est là où on peut faire quelque chose, nous. On peut se dire, plutôt que d'acheter ces téléphones de merde, là, pleins de sang humain, eh ben on va acheter des téléphones dont on est sûr que les minerais ne proviennent pas de ces zones. Voilà des choses qu'on peut faire. Et on va lancer une campagne là-dessus. Alors c'est pour ça que si tu fais un film sur le téléphone portable, et sans penser à la pollution électromagnétique, où on dit quand il y a des électro-hypersensibles, c'est psychiatrique et non pas dû à cette pollution. Vous voyez, le poids des lobbies est terrible. Bon. Et après, ça interpelle la dame qui me dit, mais où trouver l'information? Alors ça, c'est un problème dingue. Où trouver? C'est la pluralité de l'information qui fait que vous aurez une bonne information. Parce que, vous savez, quand je fais des textes et des directives, je reçois tout le monde. Je reçois les lobbies en question pour savoir quel est leur discours, mais je reçois aussi des lobbies environnementaux, des lobbies liés à la santé, etc. Et c'est en fonction de tout ça que vous faites votre idée. Et pour revenir aux jeunes qui veulent de l'information, moi je crois beaucoup au corps enseignant. Avant, j'étais prof à l'IUFM de Valence et de Grenoble. Et je formais tous mes incites, c'était des écolos à la sortie. Et je leur disais, c'est à vous, après aller enseigner aux gamins, de gérer leurs déchets, de ne pas être des consommateurs débiles, de ne pas être trop gras, etc., et trop cons. Si vous voulez, il faut que les enseignants ont un rôle très important à jouer. Parce que si les enseignants sont mal formés et qu'ils sont que sur leur concept, imaginez qu'on a une école qui ne pose même pas la question « Qu'est-ce que vous allez être dans 20 ans ou 30 ans ?» C'est l'histoire de la COP 21. Si on n'interroge pas le gamin en disant « Mais quand vous consommez, vous êtes un citoyen et comment vous allez consommer et qu'est-ce que vous allez consommer ?» Que votre santé, elle est liée à votre alimentation. Que votre santé, elle est liée à votre mode de vie. Donc, ce n'est pas que le concept de la biologie, j'étais prof de bio. Ce n'est pas seulement le concept de la respiration, etc. C'est aussi
des liens avec la société. Et on a une école qui est complètement fermée. D'où l'importance de former des instituts écolo-compatibles. Écoutez, quand je les revois, moi, en manif, que je vois mes élèves, ben écoutez, je suis contente. Je me suis dit, au moins, ils continuent. Et dernière chose, sur la Palestine, c'est un problème international. Sur le plan européen, il va y avoir un vote en décembre pour la reconnaissance de l'État palestinien. Mais vous imaginez pas le lobby qu'on reçoit partout, parce qu'ils disent, mais non, il ne faut pas le reconnaître, etc. Mais ce n'est pas possible. L'Assemblée nationale l'a reconnu. Nous, on veut que l'Europe reconnaisse deux États, un État israélien et un État palestinien. C'est très, très important pour la suite, pour la paix, pour l'humanité. Et là-dessus, on a reculé et il faut repartir vraiment en campagne. Donc, je suis très, très contente qu'il y ait cette association sur la Palestine. Merci. Emmanuel ? Je ne sais plus quoi dire après Michel, mais je veux juste dire deux choses. Une sur la politique et une pour répondre à Agathe, que je vois passer de temps en temps, sur la médecine, puisque Michel en a parlé brièvement. La philosophie, son fond est moral. C'est-à-dire qu'il faut vivre sa pensée, penser sa vie, il faut qu'il y ait une harmonie intérieure. Une dame l'a rappelé très justement tout à l'heure en disant qu'on a tous ce fondement de sagesse en soi et que notre société nous en éloigne. Donc moi, je crois à la politique quand je vois d'abord un être moral. Si je vois un type qui fait carrière dans un parti, dans un organigramme et dans des élections, ça ne m'intéresse absolument pas. Et quand je vois Le Pen qui fait la roue à la tête de la CGT en faisant faire son appartement et son bureau, je me dis que c'est quand même aussi ça, les gens qu'on élit. Et dans le film La Crise de Colline, qui s'appelle pas Céline, vous avez bien noté, y a le type du PS qui invite à déjeuner dans son château, le mec du PS dans son château, un truc avec du foie gras, et c'est les propres gosses, comme le gamin qui est venu tout à l'heure, qui foutent tout à la poubelle pour dire il serait temps quand même qu'on s'éveille à l'écologie. Donc moi je pense que la base de la politique c'est la morale et la sagesse, et je ne voterai plus pour un type ou une femme qui n'ait pas cette harmonie en elle. Et donc, je ne sais pas si je voterai pour Michel, parce que je ne sais pas si tu es dans ma circonscription. Moi, je suis dans les Hauts-de-Seine. Eh ouais. Non, mais justement, non, parce que je pense qu'il y a des pourris chez les écolos autant que chez les autres. Donc, je veux les voir et les tester. Non, mais j'en connais quelques-uns, je suis parisien, j'en fréquente. Donc, il ne faut pas les exonérer non plus d'être carriéristes. Et je vais expliquer pourquoi je dis ça. Parce que si j'ai caréné, conceptualisé, comme on dit en philosophie, la gentillesse, si je l'ai sorti de son flou qui fait qu'on confond le gentil avec le gentillet, c'est pas le cas. Thérèse, dans Le Père Noël est une ordure, elle est gentillette, c'est-à-dire elle est faible, on peut l'amener par le bout du nez, elle est mièvre, elle est naïve, elle est crédule. Mais le gentil, il est fort. Et je dis, on est gentil quand on veut, quand on peut, mais pas quand on doit. La gentillesse, c'est une morale du pouvoir, c'est pas une morale du devoir. Et donc cette morale-là, elle fait qu'on donne de soi. Et on peut donner par éducation, parce qu'on a appris à être serviable, à être, pas servile, mais serviable, à être gentil. D'ailleurs, j'explique pourquoi en France, on est moins gentil qu'ailleurs, où on a du mal à l'être. Parce qu'il y a eu la Révolution française, qui est une grosse connerie, la Révolution française. Et pas parce qu'on a coupé la tête au roi, mais parce que la Révolution française, c'est pas l'avènement de la République, c'est une manière de métastaser la monarchie. C'est-à-dire qu'après la Révolution, tout le monde a pensé qu'il était roi. Et tout le monde est roi. Et du coup, c'est difficile de servir dans un pays où tout le monde est roi, où il n'y a que des monarques. Donc on a du mal à servir, à commencer par le garçon de café. On est deux philosophes à avoir écrit sur le garçon de café. Sartre qui parle du néant, moi qui parle plus de l'être. Et Sartre, il en fait l'apologie du garçon de café, parce que c'est la libération, c'est le jazz. Et donc il imagine un garçon de café qui virevolte avec son plateau et qui est en même temps à l'image du pour soi. Il est la liberté. Et il pourrait être autre chose que garçon de café. Il pourrait être médecin, il pourrait être instit, il pourrait être Sartre, il pourrait être Simone. Enfin bon, il est la liberté. Et moi, quand je vois le garçon de café à Paris, je vois surtout un type qui ne veut pas me servir tant que nos regards ne se sont pas croisés et qu'il n'a pas vu dans mon regard qu'il était digne et qu'il était au-delà de la serviabilité. Alors que dans tous les autres pays, on est serviable jusqu'à l'obséquiosité. Mais en France, non. À cause de ça, la métastase de la monarchie. Et donc je dis être gentil, c'est faire une expérience, si on y prête attention, on n'est pas obligé, hein, où on donne de soi. Merci. Colline ? Mais écoutez, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là-dessus. J'ai entendu l'humus, l'humain, l'humour. L'année dernière, Pierre Rabhi nous avait déjà dit ça. Humus, humain, humour. Ce que pour ma part, je retrouve beaucoup dans les films de Colline, c'est l'humour.
l'humain évidemment, et l'humus, on vient de l'évoquer. Moi, je retrouve ce que j'avais dit au départ, c'est-à-dire, j'ai l'impression que regarder un film avec Colin Serrault, parce que c'est pas seulement un film d'eux, on est complice. Quand on regarde un film de Colin Serrault, on se sent vite complice de cette espèce de petite folie qu'elle instille à travers le cinéma, son cinéma. Moi, je trouve que ça donne envie de devenir plus sage. Plus gentil, je ne suis pas encore sûr. Je pense que... Mais plus sage. Ça donne envie de rentrer dans des combats. Et Michel, je trouve que tu nous en as redonné aujourd'hui un peu l'envie et le besoin de ces combats. Les combats, pourquoi ? Parce que c'est un moyen de retrouver les gens avec qui on a des points communs, c'est-à-dire des idées en commun. Voilà. Et je pense que si je devais faire un point entre ce qui s'est passé l'année dernière ici et ce qui s'est passé ce soir ici, je dirais que de la même façon que Pierre Rabhi, à travers ses mots, dans des films, dans des livres, dans des films aussi maintenant, puisqu'il est filmé de temps en temps, ou dans ses paroles, ou Colin, à travers également ses paroles, ses films et sa musique, ne l'oubliez pas, hein, parce qu'on peut aussi retrouver Colin Serrault avec sa chorale du Delta, notamment pas loin d'ici, dans la Drôme, un peu partout en France. Regardez ce qui se passe près de chez vous, la chorale du Delta, c'est aussi du Colin Serrault, c'est aussi une rencontre avec des gens qui veulent changer le monde par la musique, c'est très important également. Eh bien, je trouve que dans les deux cas, avec Pierre Rabhi, avec vous trois ce soir, avec José Bové aussi quand il est dans un bon moment, avec Benki quand il était intéressant comme il sait l'être, eh bien, je trouve qu'il y a toujours cette petite part de mystère qu'on trouve dans un film, dans un livre, dans une parole, que j'ai un peu senti aussi ce soir. Et ce mystère, c'est quelque part ce qui nous manque. Pierre Rabhi dit toujours cela, il dit « C'est parce qu'il y a un mystère que je ne crois plus seulement en Dieu, je crois qu'il y a quelque chose de mieux, de plus important ici et maintenant. » Eh bien, ce ici et maintenant, dans les films, dans les livres, c'est peut-être justement ce sens à donner à nos vies, à la vie. Alors la vie sur cette terre, ou la vie avant, après, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, voilà, ce soir, comme il y a un an, je trouve qu'on a essayé de donner un peu plus de sens à nos vies, et je vous en remercie beaucoup. Merci. Merci à vous aussi.